La vie d'un homme dure autant que celle de 3 chevaux. Oh, toute mon enfance était un mensonge. Tu as 1 mois pour retrouver ce mouton étoilé. Oh, regarde, il y a des mouettes. J'ai aussi découvert d'ailleurs qu'il existe de la haute couture pour animaux. Oh là là, les animaux sont tellement gentils et les humains, ils sont tellement méchants. C'est vraiment horrible ce que je leur fais à ces pauvres animaux. C'est horrible, je ne veux même pas voir ça. Vous écoutez le podcast Ni Vu, Ni Connu, l'émission des INTJ et des INFJ qui veulent mieux comprendre leur personnalité et se sentir moins seuls au monde. Un vendredi sur 2 à 22h, venez écouter nos introspections révélées, nos conversations capturées et nos rencontres avec les abonnés. On parle MBTI et on met les points sur le NI. Bienvenue, je suis Fabienne de psychopersonnalité.com et je suis INFJ. Et je suis La Chouette, l'auteur du blog L'Entre de la Chouette, et je suis INTJ. Au programme aujourd'hui, comment votre personnalité influence-t-elle votre rapport aux animaux et aussi à votre propre animalité? Rationalisme, idéalisme, instinct primitif, choix alimentaires et créatures imaginaires? Oui, on va parler de tout ça. Depuis que je suis gamine, j'adore les animaux. Alors d'habitude, quand quelqu'un dit qu'il adore les animaux, il veut dire quelque chose du style « Je trouve les animaux trop beaux, je like tous les jours des photos de huskies et de chatons sur Instagram ». Moi, quand je dis que j'adore les animaux, ça veut plutôt dire que je pourrais passer des heures à fixer un oiseau en train de faire sa vie dans mon jardin. Ou bien que j'ai fait 2 stages dans une clinique vétérinaire pour voir à quoi ressemblait un furet les tripes ouvertes au scalpel. J'ai l'impression qu'une bonne partie des gens qui affirment aimer les animaux les aiment en réalité pas tant que ça. Par exemple, ils s'exclament que les loups sont des créatures merveilleuses, mais sont dégoûtés lorsqu'ils apprennent que les loups nourrissent leurs petits en régurgitant de la nourriture, et ne supportent pas de les voir arracher les viscères d'une biche. Pourtant, c'est aussi et surtout ça, un loup. Du coup, à mes yeux, ce ne sont pas vraiment les loups que ces gens aiment, ce sont plutôt les représentations de loups. L'animal fantasmé, détouré sur un joli poster loin du sang et de la crasse, pas l'animal réel. Ils projettent aussi leurs valeurs sur les animaux, en leur attribuant une sorte de pureté morale, dont ce dernier se fiche probablement, et qu'il faudrait opposer à la méchanceté infuse de l'être humain. La nature n'est pas gentille, elle n'est pas méchante non plus d'ailleurs, elle est juste comme elle est, un système infiniment complexe, reposant entre autres sur un équilibre entre des choses qui naissent, des choses qui meurent, des choses qui dévorent et des choses qui sont dévorées. Tant que possible, j'essaye de comprendre et d'apprécier les animaux au plus près de ce qu'ils sont. Dès que j'ai su lire, je me suis mise à dévorer les encyclopédies animalières et à faire des observations sur le terrain. Toutes les bestioles m'intéressent et tout m'intéresse chez les bestioles. Leur anatomie, leur comportement, leur place au sein de l'écosystème dans lequel ils évoluent, leur conservation, leur symbolique. J'ai saoulé un nombre incalculable de personnes avec mes élucubrations de zoologiste en herbe. J'ai régulièrement choqué les âmes sensibles aussi en n'hésitant pas à examiner le cadavre d'une petite bête écrasée sur la route ou la pelote de réjection d'une chouette. J'aime également les animaux dans leur esthétique. Je les dessine et les représente au pastel sous toute leur couture. Je recherche des spécimens avec des couleurs surprenantes, une texture d'écailles ou de plumes captivantes, une pose amusante et mon petit binôme FISE s'éclate. L'été, quand cela m'est possible, je voyage dans des régions de France avec une faible densité de population afin de pouvoir observer des espèces sauvages dans leur milieu. Lorsque j'entends un chant d'oiseau inhabituel ou que j'aperçois un renard filer entre les bosquets, je retombe immédiatement en enfance. Ma passion pour la faune dure depuis plus de 20 ans et ne s'est jamais essoufflée. Je ne conçois pas de vivre sans. Elle ne fait pas seulement partie de ce qui me définit, elle est aussi intégrée profondément à ma manière de penser. Je vis animaux, je respire animaux, je dors animaux, et si je lève les yeux, je vois des nuages en forme d'animaux. Quoi de plus normal d'être si imprégné puisque je suis moi-même un animal? Quoi, ça vous surprend? Laissez-moi vous expliquer. Vous avez déjà entendu parler de la communication par télépathie avec les animaux ? De mon côté, j'ai vu passer ça sur internet, mais très franchement, je serais bien incapable d'expliquer cette pratique, ni même de vous exposer mon opinion, car je n'en ai pas. Je n'ai jamais ressenti le besoin de creuser le sujet parce que je communique déjà avec les animaux. Et pour y parvenir, j'utilise tout simplement mes fonctions cognitives. Ah oui, je sais, c'est moins spectaculaire qu'une technique ancestrale amérindienne qui modifie les niveaux de conscience et permet une connexion d'âme à âme, mais bon, ça marche très bien, alors je vais quand même vous l'expliquer. C'est d'une simplicité déconcertante en fait. J'utilise NI et FE et je procède exactement comme d'habitude. C'est-à-dire que j'apprends à comprendre les animaux de la même façon que j'apprends à comprendre les humains. Observer longuement,
Écouter attentivement et sans interrompre, analyser les comportements, décoder les besoins, décrypter les motivations sous-jacentes, respecter les individualités, repérer les schémas récurrents, les stocker dans ma base de données mentale et continuer à me poser des questions et à expérimenter. Vous voyez, ça n'a rien de magique. Tout le monde peut le faire, même sans NIFE. Ça demandera sans doute plus de concentration, mais c'est réalisable avec les animaux, comme avec les humains d'ailleurs. Ce sont surtout vos motivations qui comptent. Alors justement, quelles sont mes motivations à vouloir communiquer avec les animaux ? Eh bien, ça commence avec la volonté de mon sentiment extraverti qui aime s'assurer du bien-être de son entourage. Par exemple, avec ma base de données, je dispose d'outils de traduction pour comprendre rapidement les attentes de mon chat. M'asseoir dans un lieu stratégique qui gêne le passage et te regarder fixement égale « j'ai faim, donne-moi des croquettes ». Marcher en rond autour de ta chaise égale « je veux sortir, ouvre-moi la porte ». Une autre motivation peut être la satisfaction de ma sensation extravertie, mon besoin de me relier à mes sens, au vivant, au concret, mais pas n'importe comment. SE inférieur est très sensible. D'ailleurs, il m'a prévenu, des animaux ok, mais pas de cage, ni de litière, ni d'aquarium à nettoyer, compris ? En plus, ici, FE ramène sa fraise et renchérit « Ah non, ça pas question, pour le bien-être des animaux ». Ça me va très bien. En fait, l'un de mes grands plaisirs en randonnée est de rencontrer des animaux et si possible de les caresser. Ça, c'est pas toujours gagné. Les vaches, par exemple, sont souvent très craintives. Un pas de trop et elles détalent. Mais grâce à mes observations et mes expérimentations, j'ai découvert que le fait de chanter ou de jouer de la musique les attire presque irrésistiblement. Pour le bœuf des Highlands, vous pouvez par exemple tenter le coup avec quelques mots en allemand, et les chevaux semblent apprécier les instruments à vent tels que le mélodica. Mais attention, tous les styles musicaux ne se valent pas, et quand je réussis à établir un contact, FE est ravi et SE aussi. Et puisqu'on parle de la sensation extravertie, avez-vous remarqué à quel point nous pouvons la relier à la part animale qui est en nous ? J'appartiens à l'espèce Homo sapiens. Comme tous mes semblables, je suis un animal, un mammifère de la famille des hominidés. Les gens ayant reçu un minimum d'éducation en sciences naturelles savent cela. Cependant, si beaucoup en ont conscience sur le plan théorique et scientifique, bien peu semblent l'assumer sur le plan identitaire. C'était quand la dernière fois que vous avez reniflé un vêtement pour deviner à qui il appartenait ? Et la dernière fois que vous avez communiqué avec des vocalises plutôt que des mots ? Je sais qu'en m'entendant, certains sont déjà en train de froncer les sourcils. L'animalité est souvent considérée comme dégradante, honteuse. On se persuade qu'on n'a aucun rapport avec elle, qu'on a évolué, nous. Les grandes religions monothéistes ont tenté de séparer le plus nettement possible l'humain des autres espèces en lui accordant le privilège de l'âme. C'est ironique quand on voit à quel point les divinités mi-humaines, mi-animales sont omniprésentes dans les mythes et légendes qui ont fondé nos civilisations. Peut-être que dans votre esprit, la bestialité est quelque chose de très affectif et chaotique. Moi, je trouve que les animaux sont des êtres assez logiques et prévisibles quand on a pris le temps de les étudier. Ils sont directs, pas de sous-entendus compliqués, pas de subtilités langagères superfétatoires. C'est tellement reposant. À défaut de communiquer facilement avec les humains, je me suis toujours sentie à l'aise avec les autres animaux. Je sais ce que mes cochons d'Inde ressentent à n'importe quel moment, juste en observant leur posture et en les écoutant. Je sais s'ils apprécient ou non la nourriture que je leur donne, s'ils se sentent détendus ou apeurés, s'ils ont envie de jouer ou préfèrent que je les laisse tranquilles, et ils ne me mentent jamais. Vous vous rendez compte, mes cochons d'Inde communiquent avec plus de clarté et d'efficacité que la majorité des humains. Les animaux volent au secours de ma fonction TE, qui l'aurait cru. Leur sincérité ne manque pas de toucher mon FI, au passage. J'ai jamais su ce que ça faisait de ne pas me sentir animal. Entre mes sens exacerbés et mon malaise vis-à-vis des échanges classiques, il m'a toujours paru évident que j'étais un animal comme les autres, dans le fond. Les bains de foule ou les open space me font sentir comme une bête acculée. Tout m'agresse dans ces environnements. Les bruits, les lumières, les odeurs, les touchés. Ma fragile sensation extravertie tremble de peur et de colère, attendant la première ouverture pour se sauver. Je sens au plus profond de moi que je n'ai rien à faire là. Je n'arrive à me sentir bien qu'au milieu des bois ou des champs. J'ai d'ailleurs emménagé dans une forêt l'année dernière afin de réduire un maximum mes contacts avec la civilisation. J'y aurais laissé des plumes, mais désormais, je peux enfin vivre sereinement. Si vous étiez un animal légendaire, lequel choisiriez-vous ? Le yéti, pour vivre seul et bien tranquille dans vos montagnes ? Le loup-garou, humain le jour et bête sauvage les nuits de pleine lune ? Le dragon, symbole de sagesse et de puissance ? Le phénix, pour pouvoir renaître de vos cendres ? Avec mon intuition introvertie et ses inclinations oniriques, je trouve amusant de pousser les portes du bestiaire imaginaire et d'y flâner un moment. Mais quand je reviens sur Terre avec ma sensation extravertie,
c'est le taureau qui me vient à l'esprit. Alors je n'y connais rien à l'astrologie et l'horoscope n'est pas vraiment ma tasse de thé. Pourtant, ça m'amuse de me rappeler que je suis taureau ascendant taureau. Sur certains points, je m'y retrouve. Une sorte de force tranquille, bien ancrée sur le plancher des vaches, qui peut prendre le taureau par les cornes et foncer quand il le faut. Pour le reste, je sais pas. Mais ce que je sais, c'est que je suis un animal. Nous sommes toutes et tous des animaux d'ailleurs, même si nous faisons semblant de l'oublier. Il faut bien admettre que l'illusion fonctionne parfaitement avec nos vêtements, nos chaussures, nos voitures, nos constructions, notre éducation, notre érudition. Mais sans déconner, si on enlève toutes ces couches, qu'est-ce qu'il reste ? Une seule chose. Le dénominateur commun entre l'animal et l'humain, l'instinct de survie. C'est ça aussi la sensation extravertie, une question de survie. Plus vous êtes à l'aise avec cette fonction, plus vous acceptez de prendre des risques. Les sensations fortes, la lutte ou la conquête du territoire ne vous effraient pas. Votre but est de collecter des ressources. Moins vous êtes à l'aise avec SE, plus vous évitez le danger. Les stimuli sensoriels intenses vous agressent. La fuite ou la surprotection sont vos stratégies d'autopréservation. Votre but est de sauvegarder vos ressources. Plusieurs procédés, mais une seule finalité, survivre. Humains, animaux, nous ne sommes pas si différents. À mes yeux, un animal n'est pas seulement un animal. Il est un être qui, comme moi, obéit à son instinct de survie. Et déjà rien que pour ça, mon sentiment extraverti est en extrême empathie. Et quand un animal entre dans ma vie, il devient carrément un proche, un membre de la famille. Du coup, chers animaux, si nous sommes tellement apparentés, comment pourrais-je décider de vous manger ? Bonsoir et bienvenue. Alors avant de commencer, je vous rappelle que cet épisode est disponible sur les plateformes de podcast, lien en description, que si vous en avez besoin, vous trouverez une intro facile aux fonctions cognitives du MBTI, lien aussi en description, et que si vous souhaitez soutenir notre travail, vos commentaires et vos partages aident vraiment cette émission à gagner en visibilité. Donc merci à vous et ça démarre tout de suite. Au début de ton introspection, tu expliques ta manière de te connecter aux animaux qui est plutôt rationnelle, en opposition à certaines pratiques mystiques qui permettraient, comme tu dis, une connexion d'âme à âme. Est-ce que d'après toi, les gens qui racontent vivre ce genre d'expérience ésotérique ont finalement un ressenti similaire au tien, mais avec une interprétation différente, ou bien tu te sens vraiment en décalage avec leur vécu ? Et est-ce que ton FE parvient à trouver un terrain d'entente avec eux quand vous échangez sur vos ressentis ? Oui, alors en fait, j'ai pas eu vraiment d'échange à titre personnel dans ce domaine, dans le domaine de la communication avec les animaux. Ici, je faisais référence à des témoignages que j'ai vus passer sur Internet. Je sais pas, tu as peut-être déjà vu ce genre de choses. Mais j'ai pas grand-chose à raconter là-dessus. En revanche, je peux quand même dire quelque chose si je place ce même principe dans un contexte plus global, c'est-à-dire approche rationnelle versus expérience ésotérique ou mystique, parce que voilà, le plus évident, c'est de reprendre cet exemple et de le transférer, notamment dans le domaine des relations humaines. Tu vois, il m'est déjà arrivé de discuter avec des personnes qui disent être... alors ça peut être empathe, avoir une sorte de don apparenté à de la clairvoyance un peu surnaturelle. Ouais, je vois le style de personne, j'en connais. Oui, voilà, c'est assez fréquent, des talents de médium, quelque chose comme ça, parce qu'elles peuvent facilement deviner des choses chez les autres personnes, comme leur état émotionnel, deviner une partie de leur vécu, détecter si les autres sont honnêtes ou s'ils mentent, enfin voilà, tu vois de quoi je veux parler. Et en fait, moi, quand j'écoute bien toutes leurs explications, en général, je comprends que derrière ça, il y a très probablement un sentiment extraverti qui est très bien entraîné. Enfin, en tout cas, c'est une possibilité. J'ai aussi cette même impression quand on parle du mentalisme, par exemple. D'ailleurs, je suis toujours surprise de voir des profils très rationnels qui s'en prennent à cette discipline parce qu'ils tentent de l'associer à du charlatanisme, alors qu'en fait, c'est juste un principe d'observer, d'écouter très attentivement. Ah oui. C'est un gros travail d'analyse fine, en fait. Il y a beaucoup de mentalistes eux-mêmes qui ne prétendent pas avoir des pouvoirs ou quoi que ce soit. Ils disent juste, je suis très très entraîné à tirer des conclusions rapidement avec le minimum d'informations possible et avec la plus faible marge d'erreur possible. Et c'est pareil, les voyants.
T'en as plein qui racontent sûrement n'importe quoi, mais ceux qui sont crédibles, qui racontent des choses qui souvent vont dans le sens des gens et que c'est pas que de l'effet Barnum, bah pareil, à mon avis, c'est des gens qui ont une perception très fine, qui ont beaucoup de connaissances en psychologie et ils s'en servent pour faire des déductions assez précises sur les gens, quoi. Oui, c'est ça. Beaucoup d'attention, beaucoup d'empathie. Et c'est vrai que dit comme ça n'a rien de surnaturel, mais finalement, c'est quand même prodigieux. Parce que finalement, il y a très peu de gens qui font ça. Je veux dire, par défaut, en tant qu'être humain, on est plus occupé à regarder son propre nombril, hein, ça c'est plutôt qu'à vouloir essayer de comprendre les autres. Donc ça, c'est un truc humain, c'est normal. Et donc voilà la raison pour laquelle ça peut sembler inhabituel, à juste titre. Et avoir comme une espèce d'aura ésotérique, même si ce n'est pas le cas. Mais oui, ce que tu dis, au final, les expériences vécues, pour moi, c'est vrai qu'elles me semblent similaires et que c'est effectivement l'interprétation qu'on en fait qui va différer. C'est le vocabulaire qu'on choisit pour expliquer ce qu'on a vécu. Et ce vocabulaire, on le choisit en fonction de ce qu'on connaît. Et oui, très souvent, ça c'est un truc que j'ai remarqué, mais que j'ai surtout appris, c'est qu'en fait, les gens, ils s'en fichent complètement des explications rationnelles et que la magie, c'est plus stimulant, hein. C'est plus attirant. Et je peux comprendre ça, mais après, évidemment, ça crée des dilemmes. Ça, je le vois très bien, voilà, dans le domaine des personnalités, où, par exemple, je sais très bien qu'une vidéo qui s'appellerait Les INFJ ont un sixième sens, elle sera beaucoup plus regardée qu'une vidéo qui s'appellerait le fonctionnement NIFE du type INFJ, tu vois. Voilà. Ouais. Donc après, faut gérer ça. Mais en tout cas, ma position par rapport à ça, quand moi je discute dans la vraie vie avec des personnes qui pensent avoir un don surnaturel ou quelque chose comme ça, je ramène pas ma science parce que généralement, si je veux commencer à expliquer quelques principes de base ou un peu de théorie ou je sais pas quoi, là je vois que la personne elle décroche très rapidement. Parce que je comprends que c'est un peu comme si je venais casser la magie finalement. Et aussi, c'est un peu une remise en question de son identité. Et ça, c'est quelque chose de très désagréable hein, quand quelqu'un vient s'en prendre à qui vous croyez être. Donc maintenant, en fait, oui, j'interviens plus dans ce genre de situation. J'ai eu une période un peu, tu sais... redresseur de tort qui veut montrer le droit chemin. Moi ça, aussi. Ça nous arrive ça arrive à beaucoup de gens, je pense. Oui, ça aussi, hein, c'est assez naturel et pas mal intentionné en plus. Hein. Je pense qu'on veut juste aider les gens, mais d'une manière très maladroite. Et ça, pour moi, je sais bien, c'est quand mon TI a commencé à se réveiller, en fait. Hein. Oui. Voilà, c'est quand j'étais plus jeune, quand j'étais collégienne, lycéenne, j'étais vraiment insupportable avec ça. J'étais vraiment en mode petite zététicienne Sheldon Cooper qui corrigeait tous les gens. Oui, voilà. Je me suis demandé si j'étais pas en base 1 d'ailleurs. Oui. Je me suis déjà posé la question aussi, je t'avoue. Voilà, mais après ça s'est un peu calmé. Je me suis dit non quand même, le but c'est d'aider les gens, alors si finalement ça leur cause plus de tort que de bien, c'est pas la peine de faire ça quoi. Oui. Mais souvent, ce que j'essaye de faire maintenant, c'est de me focaliser sur l'expérience, c'est-à-dire que par exemple si quelqu'un me dit des fois moi je fais des voyages astro où je sors de mon corps et que moi sa description me rappelle un phénomène totalement normal qui s'appelle les hallucinations hypnagogiques que tout le monde fait plus ou moins, même si des gens s'en souviennent plus ou moins. Enfin, c'est en gros, quand le corps est sur le point de s'endormir, on a souvent des hallucinations, genre l'impression de tomber dans le vide, ou qu'il y a quelqu'un qui nous touche, on a des flashs, des machins. Et t'as des gens qui s'en souviennent très bien et qui pensent que ce sont des expériences mystiques. Mais quand une personne me dit ça, si je lui dis c'est pas une expérience mystique, c'est des hallucinations hypnagogiques, ce qu'elle va entendre c'est ton expérience, ton vécu il n'existe pas. Et moi ce que je veux lui dire c'est pas ton vécu il n'existe pas parce que son vécu il existe, c'est juste que moi je le vois pas pareil, mais ça c'est pas important tant qu'on comprend qu'on parle de la même chose. Voilà. Oui voilà, c'est ce qu'on disait un petit peu avant, c'est la façon dont on va l'expliquer. Mais c'est vrai que du coup, moi, parfois, j'ai un profil qui peut parfois sembler très rationnel, hein, alors que à la base, c'est pas normalement mes préférences, mais c'est parce que j'aime bien comprendre le pourquoi des choses. Mais d'un autre côté, voilà, je reste également très ouverte à d'autres approches moins rationnelles. Ça, c'est ce que je veux dire aussi. Tout simplement parce que c'est une forme d'humilité, si tu veux, parce que moi, j'estime que pour une chose que je connais, il y en a au moins 1 million que je ne connais pas.
Ah, Et ça, voilà, si je pars de ce principe, je vois pas pourquoi je me permettrais de juger une approche qui ne me correspond pas et de dire à la personne qu'elle se trompe et que je vais lui expliquer la vérité, tu vois, alors qu'il y a tellement de choses que je connais pas. Et alors bien sûr, je vais avoir mon opinion, je vais croire moi ce que je veux et je vais aussi laisser l'autre personne croire ce qu'elle veut. Et c'est dans ce sens-là, en fait, que FE intervient dans ce genre d'échange. C'est pas toujours facile de museler TI, mais aujourd'hui, je préfère vraiment respecter ce qui n'est pas ma vérité personnelle, tout simplement parce que si je vois que la personne se sent bien comme ça, bah, de toute façon, voilà, autant que ça reste comme ça. Et je sais qu'on est en plus toutes et tous, sans exception, pris par un certain nombre de croyances, même les plus rationnelles d'entre nous. Donc, l'humain, il fait comme ça. oui, oui, oui. Et moi, On ne peut pas faire sans. oui, oui, exactement. Il faut juste l'admettre et voilà, et essayer de prendre un peu de recul par rapport à ça. Mais je sais pas, j'ai un principe dans la vie qui est que j'aime bien qu'on me foute la paix et qu'on me laisse vivre comme je veux. Alors du coup, bah, il faut au moins que je laisse les autres tranquilles aussi. Et même si par moments, bah oui, ça me démange et ça m'arrive souvent, encore une fois, dans le cadre de mon travail. J'ai plusieurs échanges avec une personne qui est persuadée d'être INFJ. Et moi, je vois par moment le sentiment introverti ou l'intuition extravertie qui apparaissent de manière flagrante. Donc, ça me donne envie de le dire, mais je ne le fais pas. Je ne fais pas, sauf si la personne me demande un retour par rapport à ça. Mais si elle ne me demande rien, ben je me tais, parce que sinon, je sais que je vais briser voilà, la magie. Enfin, c'est toujours le même principe, c'est vouloir aider une personne qui n'a rien demandé. Et là, donc, on va juste se heurter à des résistances. Et ben, ça, finalement, je le prends aussi comme un travail à faire sur moi-même et sur mon côté NF, sauveuse de l'univers, quoi. Bah, moi, ce qui va me déranger avec les gens qui ont des croyances différentes, c'est quand ces croyances vont avoir un impact négatif sur l'extérieur. Par exemple, si la personne, elle a des croyances ésotériques, j'ai aucun problème. Par contre, si elle a des croyances ésotériques et qu'elle embrigade des gens et leur prend de l'argent et machin, là, par contre, ça va m'énerver. Enfin, c'est vraiment les conséquences tangibles, quoi, qui vont me faire réagir. Ouais, je comprends. Il y a aussi quand même, ça me fait penser à un petit côté idéaliste quand même aussi, de vouloir un peu sauver l'univers. Oui, oui. Après, comme j'ai FI et pas FE, je vais être beaucoup plus sensible à certaines problématiques que d'autres. Enfin, j'ai une empathie qui est assez sélective. Des fois, il y a des trucs qui se passent. Je sais très bien que d'après le sens commun, c'est horrible, mais moi, ça me fait pas beaucoup réagir émotionnellement et je me dis, bah, c'est pas grave, il y a d'autres gens qui s'intéressent à ces problématiques-là qui vont s'en occuper, mais je vais pas me forcer si j'ai pas d'élan, quoi. De toute façon, si j'ai pas l'énergie d'aller me battre pour ça ou contre ça, bah, c'est même pas la peine d'essayer, quoi. J'aimerais bien focaliser mon énergie sur les choses sur lesquelles je suis naturellement compétente et passionnée, quoi. Oui, oui, je comprends l'implication de FI, évidemment. Et comme on vient un peu de parler de tout ce qui est briser la magie, tout ça, ça me fait penser à une question que j'ai envie de te poser, parce que quand tu parles des personnes qui projettent leurs valeurs sur les animaux et de la problématique de vouloir voir du gentil et du joli au lieu de juste regarder les choses telles qu'elles sont dans les faits, ça me rappelle un extrait de la vidéo que j'avais faite sur les 4 tempéraments en randonnée, où j'avais caricaturé le tempérament idéaliste qui s'émerveille devant une jolie libellule, mais qui est vite refroidi par le tempérament rationnel, qui préfère en revenir aux faits. C'est-à-dire que, bah non, il ne s'agit pas d'une libellule, mais d'un éphémère qui va pas tarder à mourir. Et d'ailleurs, tu étais venu commenter à ce sujet parce que, apparemment, cet extrait t'a rappelé quelques souvenirs. Alors voilà, d'où ma question, est-ce que tu as déjà eu toi aussi cette sensation d'être une briseuse de rêve en quelque sorte, quand tu ramènes les gens à la réalité crue et si oui, comment est-ce que tu vis ça et aussi, extension de la question, selon tes expériences, est-ce que ça peut être lié à la personnalité? Par exemple, est-ce que tu as observé des différences à ce niveau entre les types F et les types T dans leur rapport aux animaux? Alors, le côté briseuse de rêve, c'est pas seulement une sensation, c'est également quelque chose qu'on m'a très souvent dit. Alors, je vais pas. Quand j'étais petite, je le faisais, mais maintenant, je vais pas voir des gens comme ça que je connais pas pour leur dire non, tu te trompes sur tel truc ou tel truc. Et pourtant, ça m'arrive très très souvent de lire
dire des choses exaspérantes. Enfin, un des trucs qui m'énerve le plus, c'est quand je regarde une vidéo qui parle d'animaux et qu'en dessous, c'est toujours les 100 personnes qui pensent avoir inventé l'eau chaude. Oh là là, les animaux sont tellement beaux et tellement gentils. Et les humains, ils sont tellement méchants, ils détruisent la planète. Oh là là, les pauvres animaux. Et je suis là, non mais c'est bon, là, le délire princesse Mononoke, on va s'arrêter là tout de suite. C'est pas comme ça que ça se passe, c'est plus compliqué. Mais bon, je me retiens parce que je sais que ça sert à rien d'aller voir la personne si elle a envie d'écrire ça. Elle ressent ce qu'elle veut, quoi. Mais c'est vrai que quand je suis avec des amis, avec des proches, quand je pense qu'ils ont fait une erreur factuelle sur le sujet, je les corrige parce que je vais pas faire semblant de discuter d'un truc si je sais que je me base si je suis sur une base incorrecte. Mais j'avoue que quand j'étais un peu plus jeune, je prenais un petit plaisir à le faire. Je devais être un peu sadique, mais par exemple, une fois, j'étais avec une copine on était allés en vacances ensemble à la plage. C'était en Bretagne et en fait, elle arrêtait pas de dire « Oh, regarde, il y a des mouettes partout ». Et moi, je lui fais « Ce sont des goélands ». Et elle me dit « Non, ce sont des mouettes ». J'ai dit « Goélands ». Et une fois rentrée chez nous, j'ai pris un livre, je lui ai montré « Goélands, mouettes » avec les images. Et là, il y a son visage qui s'est décomposé. Elle a fait « Oh, toute mon enfance, c'était un mensonge ». Et puis, je faisais souvent ce genre de truc. Mais en fait, au moment où je le faisais, je me disais que je rendais service à la personne parce qu'elle évoluait dans un monde illusoire et elle devait connaître la vérité que cet oiseau était un goéland et pas une mouette. Mais bon, maintenant je trouve que c'est assez futile et je perds plus d'énergie à faire ce genre de choses, sauf si vraiment ça a des mauvaises conséquences, quoi. Oui, c'est intéressant ce que tu dis parce que c'est intéressant pour la compréhension des personnalités, c'est la perception qu'on a de ce phénomène. Parce que je vois bien que, c'est un peu ce que j'avais essayé de dire justement dans cette vidéo, le type rationnel, il peut être perçu comme vraiment le rabat-joie de service qui vient faire ça exprès pour embêter le type NF et lui casser son rêve. Mais après, tu vois, moi j'ai mis un point d'interrogation au-dessus de la tête du NT, quoi, pour bien montrer que, non, il se demande pourquoi le NF est triste, il a rien voulu, il a pas voulu faire de mal, il a juste voulu redire la vérité et donc l'aider, quoi. Mais c'est la perception d'une personne à l'autre, comment ça peut être vu de manière différente, c'est ça qui est important. Oui, et puis j'avoue qu'en fait, c'est quelque chose dont on se rend pas beaucoup compte, mais nous les types T, on a une fonction F qui est derrière, de l'autre côté de notre T, et en fait les choses qui attentent à T peuvent nous faire mal à nos émotions, c'est juste que ça va être indirect et donc on va moins s'en rendre compte. Mais moi par exemple, un truc qui m'exaspère, c'est que en français, il y a une confusion extrêmement fréquente entre les pingouins et les manchots, parce qu'en fait, en anglais, manchot, ça se dit penguin, et du coup, on traduit tout le temps pingouin, alors que le pingouin est un oiseau qui ne ressemble absolument pas à un manchot, qui peut voler. Ça ressemble plus à un macareux, en fait, qu'à un manchot, un pingouin. La plupart des gens ne savent pas à quoi ressemble un pingouin, et pourtant, ils appellent tous les manchots des pingouins. Oui. Et depuis que je suis petite, c'est un truc qui m'énerve énormément. Et à chaque fois, je suis trop contente quand je vois un film ou une série qui traduit correctement le mot pingouin, manchot. Je suis très contente. Et du coup, j'ai perdu le fil de ce que je voulais dire, parce que c'est beaucoup trop émotionnel pour moi. Oui, mais je te remets sur ce que tu as dit, parce que c'était vraiment très intéressant. Je crois que c'est la première fois que j'entends ça. C'est le fait que tu dises qu'une atteinte à ton T peut te faire mal à tes émotions. Oui, c'est ça. En fait, je me dis que quand une personne fait une erreur sur quelque chose, c'est pas grave, on en fait tous, moi la première, mais quand les gens ils persistent à faire une erreur parce qu'ils trouvent plus confortable de faire cette erreur que d'admettre la réalité, alors moi je suis sensible à certains trucs que je trouve très futiles objectivement, mais voilà, chaque T va avoir ses petits triggers comme ça, mais du coup on a l'impression qu'on nous manque de respect en fait à la longue quand les gens reproduisent un certain nombre d'erreurs. C'est quelque chose qu'on se dit souvent, surtout entre TJ, parce qu'on a le petit FI derrière, on en a un peu marre des fois d'être pris pour des monstres en fait, qui n'arrêtent pas de piétiner les gens. Alors qu'en fait, des fois, on est blessé aussi par certaines attitudes. C'est juste qu'on va pas dire « Oh là là, je suis trop blessé parce que tu dis ». Non, on va juste intervenir avec TE et dire « Ce que tu dis là, c'est incorrect, je vais t'expliquer en fait comment ça fonctionne, machin ». Et les gens vont penser qu'on est un peu des bulldozers parce qu'on est froid et on explique ça de façon factuelle, mais derrière, vraiment, il y a le FI qui est affecté, quoi. Même si, en fonction du degré de FI en nous, on va plus ou moins l'assumer, mais voilà, quoi. Oui, c'est un peu comme si le fait de l'exprimer de manière, disons,
peu émotionnel, c'est comme s'il n'y avait pas d'émotion, finalement. Oui, c'est ça. C'est très difficile pour un T parce qu'en fait, quand on se sent affecté émotionnellement, on va le traduire avec le T. Donc, on va le traduire avec souvent peu d'émotion dans notre visage, sur notre visage. Des fois, pas beaucoup dans notre voix. Bon, ça dépend des gens. On va un T qui est extraverti ou qui a fait un travail là-dessus, ça peut aller, quoi. Mais c'est vrai que par rapport au F, on a l'air moins authentique par rapport à ça. Et ils le perçoivent. Et donc des fois c'est embêtant pour communiquer, quoi. Et on a beau compenser en s'exprimant clairement avec des mots et tout, c'est humain. Si on n'envoie pas de signaux émotionnels, l'autre a du mal à prendre les choses comme on lui montre, quoi. Oui, c'est vrai qu'en tant que F, c'est effectivement quelque chose dont on a besoin pour mieux comprendre l'information. Ça nous aide à comprendre l'information s'il y a un peu d'expression émotionnelle, c'est vrai. Et du coup, pour les différences au niveau des types F et T dans le rapport aux animaux, alors c'est assez relatif parce qu'en fait, pour approcher grossièrement, on pourrait dire que les F, ils sont plus dans le côté empathie, lien avec les animaux, alors que les T, ils sont un peu plus dans le côté comprendre comment ça fonctionne, que ce soit concrètement ou sur le plan théorique, voilà, en fonction des préférences de chacun. Mais il y a aussi des T qui placent leur intérêt pour les animaux dans leur F. Par exemple, la personne, elle va se comporter comme un T, mais une fois qu'elle rentre chez elle, elle va voir son chien et faire « Oh, mon petit chien, mon petit chéri, machin truc !» Et il y a son F qui va ressortir, et donc du coup, c'est pas forcément aussi binaire que ça, quoi. Il y a aussi des F qui s'intéressent aux animaux sur un plan très théorique. Moi, je connais une INFP qui adore tout ce qui est zoologie, phylogénie. Elle peut apprendre les noms scientifiques des animaux et tout, et ça, c'est pas particulièrement F de prime abord, c'est juste que ça fait partie de ses valeurs d'étudier le sujet sous cet angle-là. Voilà. Ouais, c'est comme d'habitude, il y a des grandes tendances, et puis voilà, il y a les nuances qui arrivent, et puis notamment, pour vous, il y a le stade d'évolution du FI qui va intervenir aussi, je pense. Oui, c'est ça. C'est vrai que j'ai pas du tout le même rapport aux animaux maintenant qu'avant. Enfin, j'ai toujours beaucoup aimé les animaux, mais avant, il y avait quand même une grosse dominante T. Par exemple, quand j'étais petite, j'attrapais des insectes et je faisais des expériences sur eux pour comprendre comment fonctionnait leur corps, en fait. Oh mon Dieu. Je vais pas détailler parce que c'était... voilà. Enfin, une petite fille passionnée de zoologie de type INTJ, ça peut être vraiment pas sympa, quoi. Bon, c'est ça qu'avec des insectes, hein, je te rassure. Parce que mais quand même. J'avais quand même un cœur. Et c'est vrai qu'en prenant du recul, je me suis dit, mais c'est vraiment horrible ce que je leur fais à ces pauvres animaux, faut que je m'arrête. Ah non, là, ça va être trop pour mon FE. Tu sais, parfois, je fais du feu chez moi et je mets une bûche dans le feu. Et là, au dernier moment, je vois qu'il y a un insecte qui sort de la bûche et qui est pris au piège dans les flammes. Et je suis en panique. Je me dis, comment je fais pour sauver cet insecte? Je ne peux pas le laisser comme ça. Toi aussi, tu sauves les guêpes de la noyade dans la piscine. Ça m'arrive des fois. C'est horrible. Et parfois, j'y arrive et parfois, je parviens pas. Et je vois que cet insecte va se faire brûler dans les flammes et je suis pas bien. Ouais, souvent, ce que je fais, c'est que je les achève quand je vois qu'ils ont l'air bien entamés et qu'ils vont pas survivre. Je me dis que comme ça, il va pas agoniser pendant 2 heures. Voilà, ça va se finir rapidement. Oui, mais voilà. Je fais ça très vite. Hein, mais c'est sûr que c'est jamais agréable de voir ce genre de scène. J'ai le même problème parce que je me chauffe au bois, donc voilà. Tu vois, ça, je dois hyper me concentrer et hyper me motiver pour tuer un moustique si je veux bien dormir parce que ça va me faire culpabiliser. Alors moi, par contre, les moustiques, j'ai aucune pitié parce qu'en fait, je les attire. En fait, si jamais je suis dans une chambre avec 20 personnes, le matin, je suis couverte de boutons et eux, ils ont rien. Et donc, avec les moustiques, c'est pas pareil. On a une relation un petit peu houleuse et voilà, je me défends. Oui, c'est ça, mais quand même. C'est eux qui ont commencé. Je suis du même avis, mais j'ai quand même la culpabilité qui arrive. Je comprends, en théorie. J'ai une question délicate pour vous. Est-ce que vous vous considérez comme un animal? Et si oui, comment exprimez-vous la part animale qui est en vous? C'est marrant comme aborder ce sujet peut être compliqué. Au mieux, on passe pour un farfelu, au pire pour un schizophrène. Max, INTJ, nous sommes des animaux, point. Et non, ça ne se borne pas uniquement à des questions de poils, de pouces opposables et de système de reproduction. Ça rejaillit aussi dans nos comportements, nos démarches, notre vision du temps et de la nature en général. Mais avec le temps, nous avons basculé dans une sorte de déni, voire de tabou collectif absolu sur ce sujet. Comme si c'était quelque chose de honteux et de dégoûtant. C'est donc assez naturellement, mais en secret, que j'ai appris à dialoguer avec mon animal interne. Plus j'en prends soin et le traite bien, plus il m'aide à gérer angoisse, frustration et colère. J'ai pris des habitudes de vie qui le rassurent. Quand il ne manque de rien, je me sens autant apaisée que lui.
presque méditative. Je m'appelle Loïc, je suis INFJ. Concernant ma relation avec ma part animale, je pense qu'elle existe, mais que je la bloque en l'intellectualisant. Je bloque mes émotions ou mes instincts un peu spontanés en les rationalisant ou en les décortiquant. Et du coup, ça fait que je la laisse pas trop s'exprimer. D'après toi, les humains et animaux non humains sont liés par l'instinct de survie. Je suis entièrement d'accord avec toi. C'est vrai aussi que beaucoup de gens n'apprécient pas être comparés aux animaux. C'est souvent considéré comme dégradant ou honteux socialement. Pourquoi, d'après toi, la plupart des gens font semblant de ne pas être des animaux? Et sinon, je me demande si certains comportements instinctifs, comme dévaliser le stock de papier toilette la veille d'un confinement ou provoquer des blessés par piétinement le jour des soldes, seraient mieux gérés si les gens prenaient davantage soin de leur part animale. Qu'en penses-tu? Et oui, ça c'est une vaste question qui demande un développement. C'est très intéressant. Et d'abord, j'ai envie de commencer. Je vais parler d'un truc que j'ai vu récemment. C'est un phénomène que tu connais peut-être, mais j'ai vu ça dans l'émission Trax qui est diffusée par Arte. C'est du cosplay pour animaux, le cospet. Je connais pas. Enfin, j'ai déjà vu des vidéos, mais je savais pas que le concept portait un nom. Voilà. Donc le cosplay, si vous connaissez pas, c'est une pratique qui consiste donc à incarner un personnage de fiction. Par exemple, ça peut être un personnage de série, de film, un personnage d'animé ou autre. Et pour se mettre dans la peau de ce personnage, on va porter un costume, des accessoires, une perruque, enfin tout ce qui peut représenter ce personnage. Ensuite, les participants vont se retrouver par exemple dans des rencontres ou dans des concours. Et donc, ce loisir qui est à la base humain est maintenant transposé chez les animaux. D'ailleurs, si vous cherchez un peu sur Internet, vous pourrez facilement trouver des photos ou des vidéos d'animaux à qui on fait porter un costume et toutes sortes d'accessoires pour incarner des personnages de fiction et réaliser des mises en scène. Et en parallèle à ça, j'ai aussi découvert d'ailleurs qu'il existe de la haute couture pour animaux, avec des défilés de mode et des dog modèles qui viennent présenter les dernières créations. En fait, oui, en tant qu'humain, oui, on fait semblant d'oublier qu'on est des animaux. Et quand je vois tous ces animaux avec des vêtements, en fait, ça me laisse penser que probablement il est socialement plus acceptable de faire semblant que les animaux sont des humains plutôt que l'inverse. Ah, intéressant, c'est vrai. Et, oui, parce que tu as raison, hein, il y a effectivement une perception dégradante ou honteuse de ça. Et parfois, en fait, moi, ça m'arrive parfois d'oublier ça et de faire des gaffes parce que j'oublie que les limites ou les frontières sont pas les mêmes pour tout le monde. Mais oui, voilà, en fait, quand j'y réfléchis, c'est pas vraiment étonnant parce qu'il y a, quand on y pense, il y a une quantité de facteurs qui interviennent et pas des moindres. Le fait d'admettre que nous sommes des animaux, ça implique quoi? Ça implique de se questionner et donc peut-être de mettre en péril toujours la même chose, notre identité, mais aussi notre rôle ou notre statut social, notre éducation culturelle ou religieuse, et bien sûr notre intelligence, parce que ça remet en cause cette notion de supériorité autoproclamée, et finalement ça nous renvoie à nos instincts primitifs, à notre bestialité qu'on voudrait bien cacher sous le tapis, et oui, faire semblant qu'on est des êtres bien sous tout rapport, au-dessus de tout ça, et qu'on n'est pas du tout à la merci de nos instincts, alors que si, en fait, on l'est tout le temps. Il suffit de regarder, en fait, une très grande partie de ce qu'on fait, chacun de nos actes, ou presque, est dicté par notre instinct de survie. Et si vous doutez, prenez le temps de faire une liste, je sais pas, regardez un petit peu tout ce que vous faites sur une journée et analysez un petit peu comment tout ça pourrait être relié à votre instinct de survie. Vous allez être étonné, mais oui, ce que tu dis avec le fait de dévaliser le stock de papier de toilette, c'est intéressant parce que il y a effectivement de l'instinct de survie derrière ce type de comportement, c'est flagrant, mais pas seulement. Il y a aussi ici une grosse influence de l'émotionnel. En l'occurrence, il y a la peur. Pour moi, c'est un peu pareil. Ça se confond pas, mais ça chevauche, quoi. En tout cas, ça fait souvent équipe. Et voilà. Et la peur, évidemment, on sait bien que c'est une émotion très puissante pour nous inciter à agir et nous pousser vers des comportements irrationnels. Donc là, on a un exemple qui est d'actualité et qui met vraiment en évidence nos instincts primitifs. Mais moi, j'ai quand même envie de rappeler quelque chose ici, c'est que ce type de comportement animal, parce que là, on pointe un peu un phénomène, je veux dire, exceptionnel, mais
ce type de comportement, on le retrouve au quotidien, en fait. Hein. Et un exemple très parlant pour moi, je trouve, c'est le monde du travail salarié. Ça fonctionne comme une sorte de meute. Hein. C'est-à-dire que si vous n'êtes pas au sommet de la hiérarchie, vous faites forcément partie des personnes qui doivent se contenter de ce qui reste. Et là, fatalement, hein, on se retrouve exactement dans la même situation que des loups qui se disputent un morceau de viande pour leur survie. Et ça, j'ai vu ça, je vous assure, je ne sais pas combien de fois, et peut-être que vous aussi, hein, des salariés qui entrent en compétition pour faire partie de ceux qui auront droit à une prime. Parce que, voilà, dès le départ, on dit « Ah, il n'y aura pas de prime pour tout le monde ». Et là, on se retrouve dans le principe de la ressource limitée. Et quand une ressource est limitée, par instinct de survie, c'est comme le papier toilette, on se bat pour avoir droit à sa part. Et en tout cas, c'est une option possible parce que tout le monde ne fait pas ça. C'est-à-dire qu'on a toujours les deux grandes attitudes possibles, c'est-à-dire, comme très souvent, hein, la lutte ou la fuite. Et moi, par exemple, en ce qui me concerne, je suis plus naturellement dans l'évitement du danger, donc c'est-à-dire dans la fuite. Et ça veut dire que ce genre de compétition, généralement, ça va pas du tout m'intéresser. Et on peut dire que c'est un point commun qu'on va retrouver chez pas mal d'introvertis, et généralement qui préfèrent leur tranquillité à aller se jeter dans ce genre de lutte. C'est précisément pour cette raison que les primes dont j'ai parlé tout à l'heure, si vous regardez, généralement, elles ne sont pas distribuées forcément aux personnes les plus compétentes, hein, elles sont distribuées à celles qui font le plus de bruit ou qui occupent le plus d'espace. Et tout ça, voilà, c'est pourquoi, dans le but d'obtenir le meilleur morceau de viande, on y revient tout le temps. C'est vraiment de l'instinctif, et aussi, comme on parlait d'émotionnel, la part d'émotionnel ici est très importante également, parce que plus vous avez peur de perdre votre job, et plus on pourra vous manipuler et vous pousser à des comportements instinctifs. De toute façon, de manière générale, l'instinctif et l'émotionnel, c'est ce qui va orienter la majorité de nos décisions au détriment du rationnel. J'ai encore un très bon exemple pour illustrer ça c'est vraiment très parlant aussi, c'est le type d'aliment qui nous attire. Parce que, oui, c'est assez connu, instinctivement, on est beaucoup plus attiré par des aliments gras, sucrés, salés, que par une portion de haricots verts cuits à la vapeur, par exemple. Pourquoi ? Tout simplement parce que notre cerveau instinctif, le reptilien, nous rappelle qu'à un moment dans l'histoire de l'humanité, il fallait privilégier ce type d'aliments si on voulait survivre. Et aussi parce que notre cerveau limbique, hein, l'émotionnel, nous dit wow, ça a l'air trop bon, cette pizza, ces frites, ce gâteau. Je veux dire que Cro-Magnon, il se faisait pas des petites jardinières de légumes autour du feu. C'est ça. Et donc là, même si la brave petite pensée rationnelle toute seule dans son coin vient nous dire mais tu sais, les légumes cuits à la vapeur c'est bien meilleur pour ta santé et bien plus adapté à ton mode de vie sédentaire, oui bien sûr, mais elle a quand même très peu de chances de faire le poids à côté de la pizza avec le fromage doré qui crépite ou le gâteau avec le nappage au chocolat. Et d'ailleurs, c'est pour cette raison, hein, si vous avez essayé des régimes et que vous n'avez pas arrivé, vous ne devez pas culpabiliser, c'est juste qu'il y a un match déséquilibré hein, entre votre instinctif émotionnel et le petit rationnel de l'autre côté, il ne fait pas le poids. En fait, la pensée rationnelle, on aime bien l'utiliser pour justifier nos choix et pour rationaliser une décision qu'on vient de prendre, mais voilà, pour nous rassurer nous-mêmes sur notre capacité à être des penseurs, des humains parfaitement maîtres de nos décisions et non pas des animaux en proie à nos instincts. Mais c'est vrai que la réalité, c'est un peu différent. Et c'est encore pire quand on est dans une situation d'urgence où il faut se grouiller pour prendre une décision. Alors là, le rationnel a encore moins de chances de gagner. Oui. Donc voilà, pour répondre à ta question, je pense, même si on décidait de mieux accepter notre part animale, c'est une idée séduisante hein, sur le papier, mais je suis pas sûre que ça nous apporterait un meilleur contrôle de nos comportements instinctifs parce que tout simplement, ce qui sont là depuis la nuit des temps, bien ancrés pour assurer notre survie et très sincèrement, je pense pas qu'on puisse les contrôler. Je sais pas ce que t'en penses toi. Je suis un peu partagée sur la question. Alors c'est vrai que comme tu disais, il y a des choses qui sont vraiment primordiales et sur lesquelles c'est difficile de faire une croix, à moins qu'on arrive à compenser par certains moyens. Par exemple, au niveau de l'alimentation, personnellement, j'ai jamais eu de gros problèmes pour me réguler. Enfin, j'ai jamais grignoté entre les repas ou mangé trop de trucs gras ou sucrés parce que ça me tient aussi beaucoup à cœur sur le plan émotionnel d'avoir une santé saine. Et donc, du coup, ça fait pencher la balance en même temps parce que
Certes, c'est moins attirant de manger des haricots à la vapeur, mais je sais que si je vois que j'ai pris des kilos sur la balance, ça va me faire du mal. Donc du coup, voilà, c'est pas uniquement rationnel, quoi, cette décision. Ah oui, tu mets ça sur le plan émotionnel. C'est intéressant. Ouais. Oui, c'est un émotionnel de thé, mais c'est un émotionnel quand même. Oui, merci. C'est bien de le préciser. L'animalité, c'est quelque chose qui peut être canalisé par certaines activités. Sinon, je pense, personnellement, les arts martiaux, ça m'a vachement aidé avec ça, parce qu'on se retrouve dans des situations où on doit taper des gens. Et ça, c'est vraiment particulier, parce que dans la vie de tous les jours, à moins qu'on ait des problèmes de comportement ou qu'on soit vraiment très énervé par une circonstance exceptionnelle, on tape pas les gens, enfin ça se fait pas. On a toujours, on se retient parce que c'est pas socialement acceptable, mais dans le dojo, il y a une personne en face de toi, elle te dit vas-y, attaque-moi, et tu lui mets un petit coup de poing, elle fait frappe-moi plus fort, qu'est-ce que c'est que ça, t'es sérieux là? Et puis de toute façon, si tu me tapes pas, c'est moi qui te tape, hein, alors défends-toi. Et vraiment, on se retrouve au pied du mur et on est obligé d'apprendre à se lâcher, en fait, à aller chercher les choses qu'on refoule. Et moi, ça m'a énormément aidé avec mon SE. Il y a un truc sur lequel j'ai bloqué pendant des années. Ça fait à peu près 10 ans que je fais des arts martiaux, ça fait 9-10 ans. Et pendant mes 6 premières années, quand je faisais des arts martiaux, je restais totalement en silence, alors que dans beaucoup d'arts martiaux, dont ceux que je pratique, les gens doivent crier en donnant des coups. Sauf que moi, c'était totalement inconcevable de faire ça, parce que j'avais vraiment l'impression que j'allais perdre le contrôle, que j'allais trop me relâcher. Puis il y a une partie de moi qui disait non, mais crier, ça se fait pas, attends, il faut que tu gardes tout sur toi et tout. Et un jour, quasiment du jour au lendemain, je me suis mise à gueuler comme une forcenée pendant mes entraînements, et ça faisait un putain de bien. C'est un des trucs qui fait le plus de bien au monde, de donner des coups dans un sac en hurlant. Et les gens ont tendance à penser que les martialistes, ce sont des gens qui sont très turbulents, qui adorent la violence et tout, mais en fait, d'après mon expérience, c'est souvent des gens qui sont ultra pacifiques, parce qu'en fait, ils passent leur temps à se défouler, mais dans le lieu approprié, en étant en contrôle, c'est-à-dire que voilà, ils ont des objets qui sont faits pour être frappés, ou alors s'ils frappent des gens, tout le monde porte des protections. On apprend à contrôler ses coups, et donc du coup, en fait, contrairement à la plupart des gens, on se défoule très régulièrement, et cette énergie-là, elle reste pas sur nous, du coup, elle est éjectée hors du corps, et ça fait qu'on a beaucoup moins de tension sur nous, en fait, le reste du temps. Ouais, t'as raison, c'est une façon saine en fait d'exprimer son énergie animale. Ceci dit, je voudrais quand même te poser une question, parce que habituellement, arrête-moi si je me trompe, j'ai pas l'impression que t'es une personne qui peut s'en prendre physiquement à quelqu'un dans la vie de tous les jours si tu es contrarié par quelque chose. Je te donne un exemple qui me vient, parce que c'est quelque chose que je vis tellement souvent. C'est quand je suis en voiture, que je conduis. Et là, il y a une telle agressivité animale au volant avec les gens. C'est de la prise de territoire. C'est très flagrant. Et voilà, il y a déjà eu des histoires où on sait que les gens sont sortis, se sont tapés dessus. Enfin, ça devient un truc ingérable. Mais je me demande, voilà, ce genre de personnes... Ok, ça serait sûrement très bien pour elle qu'elle se donne, dépense leur énergie dans des arts martiaux, mais je me demande si... Ou dans autre chose, hein, j'ai pris cet exemple, mais elle peut faire de la danse ou tout ce que tu veux. Hein. Mais est-ce que ce serait suffisant? Est-ce que c'est pas déjà à la base, un peu comme je disais tout à l'heure, voilà, il y en a qui sont plus dans la lutte et d'autres dans la fuite, dans l'évitement du danger, et voilà, est-ce que... ça va changer quelque chose. Je pense que, je dis pas qu'il y a une solution magique pour résoudre les problèmes et la tension de tout le monde, mais ce que j'ai constaté au dojo, c'est que j'étais souvent avec des personnes qui avaient des problèmes de comportement, souvent des adolescents qui se bagarrent régulièrement. C'est assez fréquent que les psys les envoient, leur conseillent d'aller faire des arts martiaux pour se défouler. Et c'est des gens, en tout cas, d'après ce qu'ils m'ont dit, ça leur fait vraiment énormément de bien. Et après, leur personnalité, ils changent pas. Ils vont toujours être confrontants. Voilà, si c'est des gens en base 8, par exemple, qui vont très facilement s'affirmer et aller vers le conflit. C'est juste qu'au lieu de mettre un coup de poing dans la gueule de la personne, ils vont élever la voix, ils vont rentrer dans une joute verbale, mais ils vont canaliser leur énergie et rentrer en confrontation autrement. Ça va être un peu plus posé. En même temps, s'il y a des gens sur lesquels ça ne fonctionne pas du tout, ils restent pas au dojo, donc je peux pas savoir comment ça se passe dans leur vie, mais en tout cas, je vais pas me faire un syndrome du survivant là, mais voilà. Et personnellement, j'ai pas du tout un tempérament agressif ou violent, mais quand j'étais adolescente, à l'école primaire aussi, j'étais beaucoup harcelée à l'école, et j'ai dû un certain nombre de fois en venir aux mains et aux pieds pour me défendre, parce que
j'étais dans une période de mutisme parce que, actuellement, j'ai pas trop de problèmes pour m'exprimer, mais à cette époque, je parlais pas beaucoup. Enfin, mon autisme se voyait vraiment beaucoup plus. Et donc, des fois, j'avais vraiment que mes points pour m'exprimer, pour exprimer ma colère et ma détresse. Et donc, j'étais assez violente avec les autres élèves. Alors, pas gratuitement, hein, j'étais que pour me défendre, mais j'étais assez violente. C'est comme tu le dis, dans un processus de défense et non pas d'attaque. C'est ça aussi qui fait la différence, selon moi. Mais je te rejoins par contre sur le fait de dire que canaliser son énergie d'une façon ou d'une autre, ça peut être que bénéfique, évidemment. Je m'appelle Lisiane et je suis du type INFJ. Et concernant ma part animale, je pense qu'elle ne s'exprime pas vraiment. Disons que je suis quelqu'un avec un tempérament calme et réservé. Et quand quelque chose me déplaît, m'énerve, je parle fort, je dis ce que je pense et pourquoi. Je donne éventuellement des solutions potentielles pour remédier au problème. Je m'exprime aussi de manière artistique à travers le dessin entre autres et la musique principalement. Je ne sais pas si on peut vraiment appeler ça une part animale, mais voilà, disons que c'est ma manière à moi de m'exprimer. Je m'appelle Cécile, je suis INTP. J'ai fait la connaissance de mon animal totem. Il s'agirait d'un poulpe. Je ne sais pas encore tout ce que j'ai à apprendre de lui. Il s'est imposé de moi de manière un peu magique via plein de synchronicités. C'est bizarre. Mon fils récemment me dit que son animal totem serait le requin et ma fille de répliquer qu'elle serait une baleine. C'est amusant, troublant. Ça m'intéresse. Et puisqu'on parle de notre part animale, eh bien, je pense que c'est le bon moment pour s'intéresser un petit peu à notre petit SE inférieur. Parce que toi, tu évoques l'agression subie par ce SE inférieur dans certains environnements, comme l'open space dont on vient de parler il y a un petit moment. C'est un type d'agression que je connais très bien et pour laquelle je compatis totalement. Merci. Et je vis aussi le même type d'agression quand je vais en ville, dans des villes denses où les bruits et les odeurs sont difficiles à supporter pour moi. Pour toi, tu dis que le retour à la nature a été la clé et que tu as gagné en sérénité, ce que je comprends parfaitement. Malgré tout, voilà, la nature, ça sous-entend aussi son lot de stimuli sensoriels. J'ai un exemple, moi, dans mon voisinage, il y a quelques chiens qui aboient pendant la nuit. Et j'ai beau adorer les chiens, leurs aboiements deviennent une vraie nuisance quand ça m'empêche de bien dormir. Je pense aussi à d'autres types de stimuli qui me dérangent et qui font que je ne veux pas m'infliger l'entretien d'une litière ou d'une cage, par exemple. Alors, toi, avec tes cochons d'Inde, si je ne me trompe pas, tu dois probablement nettoyer leur maison. Et donc, je voudrais savoir comment ça se passe pour toi avec ton SE inférieur. Comment tu fais pour gérer ça ? Est-ce que tu as une meilleure tolérance envers ce type de stimuli sensoriels de la nature ? Alors oui, alors déjà pour parler de ce qui est bruit environnant, alors effectivement là où j'habite il y a du bruit, c'est plus du tout le même genre de bruit qu'avant, mais par exemple il y a énormément de chants d'oiseaux toute la journée, il y a un coq aussi qui chante, qui raconte sa vie, et quelques chiens, mais alors les chiens j'avoue que ça me gênerait s'ils aboyaient à n'importe quelle heure, mais là c'est pas le cas, ils doivent être assez bien dressés, ils hurlent pas toute la journée, mais les oiseaux, alors c'est un volume sonore qui est assez fort, puisqu'il y en a vraiment beaucoup, on est dans une forêt, donc voilà. Mais ça me gêne absolument pas parce que je ne classe pas le bruit dans la même catégorie dans ma tête, on va dire. C'est-à-dire qu'il y a des bruits qui sont juste des nuisances sonores, genre par exemple les bruits des voitures. Pour moi, c'est juste un son, ça ne m'évoque rien, alors que quand j'entends des oiseaux chanter, naturellement dans ma tête, je vais identifier quelle espèce est en train de chanter, pourquoi est-ce qu'elle est en train de chanter, qu'est-ce qu'elle est en train de raconter à tous les autres oiseaux dans la forêt. Et du coup, dans ma tête, je vais pas me dire « Ah, il y a du bruit dehors », je vais dire « Ah tiens, il y a une mésange charbonnière qui est en train de s'engueuler avec un moineau sur ma terrasse ». Enfin, je vais plus me dire ça, quoi. Et du coup, ça représente pas du tout une nuisance pour moi, puisque j'ai vraiment l'impression de me replacer dans un système avec des choses qui interagissent entre elles, et je trouve ça plutôt apaisant en fait. C'est plus juste du SE en fait, ça va remonter dans mes autres fonctions, peut-être jusqu'à mon NI, et du coup ça va me sembler familier et plutôt agréable. Oui, voilà. je précise quand même que quand je parlais de nuisance, c'est évidemment la nuit quand ça m'empêche de dormir. Oui. Sinon, tout comme toi, j'ai des accueils plutôt bien, les sons que tu as décrits. Et au niveau des cochons d'Inde, alors c'est marrant parce que je voulais te poser une question à propos de ton chat et des chiens que tu as eu aussi, parce que
En fait, quand j'ai appris que tu avais un chat, je me suis dit, c'est cool. Alors moi, j'adore les chats, mais chez les autres. En fait, je trouve que les chats et les chiens, c'est très sympa, mais c'est des animaux qui vivent dans le même espace que toi. Tu habites chez eux autant qu'ils habitent chez toi, donc c'est-à-dire qu'ils peuvent se balader partout où ils veulent et potentiellement faire toutes les conneries qu'ils veulent. Voilà, si j'ai un chat, si un jour il a envie de monter sur la table et de virer tous les bibelots ou de détruire mon plaid avec ses griffes, bah il le fait et je pourrais pas le surveiller 24 heures sur 24. Et même s'il est très mignon, je pense qu'au bout d'un moment, ça ferait beaucoup trop de chaos en fait. Pour moi, c'est trop de SE partout dans mon espace que je peux pas contrôler. Alors que mes cochons d'Inde, ce sont des animaux très, très paisibles qui certes bouffent tout, mais vivent dans leur parc. Ils vivent dans un parc au milieu du salon, un assez grand parc. C'est un peu délicat de les faire vivre en liberté parce que c'est pas propre comme animal, contrairement aux lapins. Et le fait qu'en fait ils aient leur espace à eux, bah, j'en ai rien à faire. Elles, parce que c'est des femelles, qu'elles mettent le bordel dedans, elles peuvent retourner leur cabane, elles peuvent faire des concours de qui lance le râtelier à foin le plus loin dans le parc. Elles font vraiment ça. Je m'en fous, le soir je vais toujours tout nettoyer. Et donc du coup je perçois ça comme beaucoup moins contraignant sur le plan du SE parce que tout le bordel est concentré dans le même espace. Et aussi il y a le fait que les tâches SE avec mes cochons d'Inde, c'est-à-dire les nourrir, enfin leur préparer des légumes matin et soir et changer leur parc et tout, ce sont des prétextes pour avoir des interactions sociales avec mes animaux, parce que c'est des animaux qui communiquent énormément. Les cochons d'Inde, c'est ultra social, ça fait plein de petits bruits trop mignons. Le matin, quand elles m'entendent me lever, elles se mettent à hurler parce qu'elles se disent « Oh, elle va arriver, elle va ouvrir le frigo, elle va sortir des légumes, trop bien !» Et même quand je nettoie leur cage, en fait, avec mon copain, il y en a un des deux qui prend les cochons d'Inde dans ses bras et l'autre qui nettoie la cage pendant ce temps-là. Enfin, le parc, c'est pas tellement une cage. Et du coup, la personne nettoie la cage. Pendant ce temps-là, elle entend les cochons d'Inde qui ronronnent juste à côté dans les bras de l'autre. Et puis, on échange tous les jours, tous les 2 jours. Et donc, voilà, en fait, je vois pas du tout ça comme quelque chose de contraignant parce que, en dehors de l'activité brute, ça m'apporte aussi beaucoup d'affection et puis c'est vraiment trop marrant comme bestiole, quoi. Donc voilà. Oui, écoute, moi, oui, je t'admire parce que moi, le fait de nettoyer des cages, des litières, tout ça, c'est quelque chose que j'ai pas du tout envie de faire. Je précise que mes cochons d'Inde ne vivent pas dans une litière, ils vivent sur un tapis absorbant qui est tout doux avec des serviettes en dessous. Ouais. On peut les faire vivre comme ça aussi. Et du coup, concrètement, pour nettoyer la cage, j'ai qu'à prendre une balayette et puis la passer sur le tapis. C'est beaucoup moins contraignant que d'aller soulever des sacs de litière et les verser dans un bac ou quoi. D'accord. Je pense que ça m'aurait saoulée aussi assez rapidement. Puis c'est plus agréable pour les cochons d'Inde d'être sur un tapis tout doux. Donc voilà. Ouais, je comprends mieux maintenant. Après, il faut assumer d'avoir du foin partout dans sa machine à laver, mais c'est une autre question. C'est original. Je rebondis quand même sur ce que tu as dit avec... je vais répondre pour le chat puisque c'est cet animal qui est pour l'instant chez moi. C'est un chat déjà que j'ai recueilli. Il traînait dans les alentours, autour de la maison, dans le jardin, et puis finalement voilà, il est arrivé dans la maison et je m'en suis occupée. Et donc voilà, il est habitué à sortir pour faire ses besoins. Donc je n'ai pas eu besoin de prévoir de litière, c'est un gros avantage pour moi. Et la deuxième chose, c'est que je lui ai appris à ne pas sauter sur la table, à ne pas aller dans les endroits où je ne veux pas qu'il aille. Et c'est bon, c'est passé, il a bien compris. Et donc il ne fait pas de dégâts, ça se passe très bien en fait. Parce que c'est vrai que comme toi, je vois ça aussi chez des autres personnes qui ont un chat, et où le chat peut tout faire. Et je le vois sauter, par exemple sur la table où on va manger, ou sur le plan de travail où on cuisine, et je me dis non, ça c'est pour moi, c'est pas possible. Je pense que ça dépend beaucoup de ce qu'on leur apprend aussi, et le fait de leur faire comprendre ce qu'on accepte ou pas. Manger ou ne pas manger des animaux? Quand j'ai lancé l'appel à témoignages, je me suis demandé si notre personnalité avait une influence dans notre conception des animaux en tant que marchandises alimentaires. Je vous laisse découvrir quelques extraits et aussi nos échanges à ce sujet. Bonjour, je m'appelle Elodie, mon type MBTI est INFJ. Mon régime alimentaire est un mélange entre végétarisme et végétalisme, dans la mesure où je ne consomme plus ni viande, ni produits laitiers, ni poissons. Il m'arrive de temps en temps de manger des œufs, idéalement provenant de notre poulailler, ainsi que des produits de la ruche.
J'ai renoncé au flexitarisme lorsque j'ai commencé à m'intéresser aux conditions de vie des animaux qui finissaient dans mon assiette. Et j'ai estimé que le jeu n'en valait pas la chandelle. Je m'appelle Marie, je suis INTJ. Australopithèque était végétarien comme l'attestent ses mâchoires puissantes pour broyer les végétaux. Grand bien face à l'homo sapiens qui s'est mis à manger de la viande. Peut-être ne serions-nous pas là si son régime opportuniste ne lui avait pas sauvé la peau. Mon appareil digestif me permet de digérer les viandes et les végétaux. Il est donc dans ma nature d'être omnivore. Je mange du tout, avec plaisir et de façon à être en bonne santé. Je ne porte pas le poids du monde sur la fourchette qui va de mon assiette à ma bouche. Je suis en accord avec ma nature, avec tout le bon sens qui me caractérise. Bonjour, alors moi c'est Isabelle, je suis INTJ et j'ai adopté un régime flexitarien parce que élever des animaux juste pour les manger, je ne trouve plus vraiment ça acceptable. Les animaux sont en plus de ça très très souvent élevés dans des conditions atroces et quand bien même ils seraient élevés dans de bonnes conditions. Et puis enfin, ça contribue très très nettement au réchauffement climatique. Donc cela dit, je mange quand même encore un petit peu de viande et des œufs et je culpabilise tout le temps. Mais je n'ai pas réussi encore à enlever la viande à 100% de mon régime alimentaire. Tu termines ton introduction en évoquant le fait que tu ne pourrais pas manger d'animaux en raison des sentiments que tu éprouves à leur égard. Quand est-ce que tu as commencé à ressentir cela ? Est-ce que ça a toujours été là ou est-ce qu'il y a eu un déclic dans ta vie ? Et est-ce que ton entourage a toujours respecté tes choix en tant que végétarienne ou bien est-ce que tu t'es déjà heurtée à de l'incompréhension ? Ouh là là, le sujet, ça va être un peu comme avec la musique, il va falloir appuyer sur le bouton off, je crois. Le montage est là pour ça, non ? Oui, on va leur épargner. Bon, je vais d'abord situer le contexte pour dire, voilà, j'ai grandi, moi, dans une famille où manger de la viande est considéré comme tout à fait normal et même très important. La viande, c'est même la pièce principale du repas. Je me souviens que quand on était petite avec mes sœurs, quand l'une d'entre nous ne voulait pas terminer de son assiette, mes parents disaient « mange au moins ta viande ». Parce que voilà, la viande, c'est un aliment cher, c'est un privilège de pouvoir manger de la viande. Donc, c'était ça. Et j'avais un grand-père qui élevait des lapins pour les manger. Et chez nous, on avait des poules. Donc, je me souviens, tous les jours, moi, j'allais ramasser les œufs dans le poulailler. Et puis, voilà, à force d'y aller tous les jours, je me suis attachée à une poule parce qu'elle venait toujours près de moi. Elle venait me dire bonjour, je lui parlais, je la caressais. Voilà, elle était un peu devenue mon amie. Et je lui ai même donné un nom. Je l'ai appelée Brunette. Et puis, un jour, il s'est passé un truc, c'est-à-dire qu'après un repas en famille, mon père m'a regardée et il m'a dit « Ça va, tu as bien mangé, c'était bon ?» J'ai dit « Oui ». Et là, il m'a dit « c'était Brunette ». Et puis, voilà. C'est l'horreur. Ouais. Et il s'est mis à rigoler. Ça l'a bien fait marrer, c'était une bonne blague. Et pour lui, c'était une bonne blague. Pour moi, ça a été un énorme choc. J'étais tellement triste et voilà, rien d'en parler maintenant, c'est encore un peu difficile. Enfin bref. Ah, je comprends. Ça doit être vraiment choquant. Ouais. Je comprends pas comment il a pu rire de ça en fait. Oui. Même en n'étant pas végétarien, quoi. Enfin, tu fais pas une blague que tu fais. Enfin bref. Voilà, ça c'est un peu. Voilà, ça dépend de la sensibilité. Et encore une fois, de la personnalité de chacun. Mais bon. En fait, oui, depuis que je suis petite, j'ai une empathie et des sentiments très forts pour les animaux. Et par exemple, même si je vois un animal mourir dans un film, même dans un film, ça me fait pleurer et j'y pense pendant aussi, plusieurs... Tu t'en fous quand des gens meurent, mais quand des animaux meurent, oui, c'est horrible. Oui, c'est terrible. J'ai honte de le dire. Je sais, c'est horrible. Mais... Bon, voilà, on a avoué. Ok. Mais oui, ça me poursuit pendant plusieurs jours. C'est horrible. Je ne veux même pas voir ça. Tu sais, quand je vois le début d'un film où je vois un chien, je me dis, ah non, je regarde pas parce que je sais qu'ils vont faire mourir le chien. Le chien meurt toujours. Mais oui, le chien meurt toujours dans le film. Ça ne va pas du tout. Donc, quand j'étais petite, c'est vrai que je ne remettais pas toujours en question la parole des adultes. C'était voilà, la viande est nécessaire pour grandir, etc. Et je les croyais. Mais tu me poses la question de est-ce que j'ai eu un déclic ? Eh bien oui, un jour ce déclic est quand même arrivé et c'était il y a exactement 25 ans d'ailleurs. C'était en 1996, 96. C'était, alors toi t'étais pas née ou tu venais de naître, j'en sais rien, mais... Je savais pas encore marcher. Voilà, mais j'étais là. Tu as sans doute entendu parler de cette crise sanitaire de la vache folle. Oui.
Voilà. Donc évidemment, là, j'étais à un moment où je pouvais me forger mes propres réflexions. Et en plus de mes sentiments pour les animaux, il y avait tout ce qui était question éthique, sanitaire. Et je me suis dit, en fait, c'est pas la vache qui est folle là, hein, c'est bien la société qui est complètement tarée de faire bouffer des farines animales à des herbivores. Et à partir de ce moment-là, j'ai décidé d'arrêter de manger des animaux. Voilà. Ma décision était radicale. Par contre, la mise en application ne s'est pas faite du jour au lendemain. C'est-à-dire que j'ai d'abord commencé par diminuer ma consommation de viande. De toute façon, tout arrêter d'un coup, c'est pas bon pour l'organisme. Ouais. Ça peut être violent pour le système digestif. J'ai fait un peu comme ceux qui veulent arrêter de fumer et qui commencent par diminuer leurs cigarettes, là, le nombre de cigarettes par jour. Voilà, j'ai fait un peu ça. C'était la même chose, c'était un peu une sorte de détox, mais en ce qui me concerne, une détox d'un conditionnement culturel bien ancré. Voilà. Et concernant la question du respect de mes choix, alors là, ouais, c'est un peu... ça dépend. En fait, ça s'est très bien passé dans ma famille proche, dans mon noyau familial, parce que mon père, il s'en foutait complètement du moment que lui, il avait son steak. Voilà, le reste, peu importe. Alors, j'ai une sœur qui est également devenue végétarienne, mais ça n'a rien à voir avec moi. Elle s'est forgée sa réflexion de son côté. Et mon autre sœur et ma mère sont flexitariennes, c'est-à-dire qu'elles consomment de la viande et du poisson, mais en quantité réduite. Comme moi. Voilà. Et il y a un truc important que j'ai vraiment envie de dire ici, c'est que je n'ai jamais cherché à convaincre qui que ce soit de me suivre dans mon alimentation végétarienne. À chaque fois, il y a eu, disons, une sorte de dynamique naturelle qui s'est mise en place. Par exemple, toutes les personnes avec qui j'ai été en couple, à un moment donné, ont fini par devenir végétariennes ou flexitariennes. Et pourtant, moi, je leur disais immédiatement, ne change rien à ton alimentation, mange ce que tu veux, c'est vraiment pas un problème pour moi. Mais ce qui s'est passé à chaque fois, c'est que la personne a eu un gros déclic, et tu sais comment, en voyant mes repas, en fait. C'est-à-dire que, voilà, il y a ce truc il y a encore beaucoup de monde qui pense, apparemment, que se passer de viande, c'est se priver d'un plaisir important dans la vie, et qu'être vegan ou végétarien, c'est manger, 3 feuilles de salade, une carotte râpée et crever de faim. Donc, voilà, quand on en est à ce stéréotype-là, évidemment, c'est sûr que ça donne pas une bonne image, mais... moi, ce qui s'est passé de mon côté, c'est qu'à chaque fois, la personne qui partageait ma vie voyait mon repas et en fait, elle salivait devant. Elle me disait, moi, je veux manger comme toi. Je vais donner un exemple. Ma mère, elle cuisine... en fait, une spécialité de ma mère, c'est la cuisine traditionnelle. Tu vois, c'est des plats en sauce avec genre le coq au vin, le vol au vent, des choses comme ça. Et moi, c'est des plats que j'adorais manger quand j'étais petite. Alors du coup, qu'est-ce que j'ai fait ? Mais j'ai simplement remplacé la viande par autre chose, par exemple par des cubes de tofu. Et là, ça m'a fait vraiment réaliser un truc, et d'autres personnes m'ont dit exactement la même chose, c'est-à-dire que le plaisir que j'avais avec ce plat, il venait pas du tout de la viande, mais il venait du reste, c'est-à-dire du mode de préparation, avec la sauce, avec les épices, avec les accompagnements, tout ce que tu veux. C'est la même chose avec un hamburger, par exemple. Moi, j'adore un hamburger, mais franchement, pourquoi je mangerais une vache alors que si je prends un hamburger végétal, j'ajoute des oignons caramélisés, de la sauce, de la salade croquante, du pain au sésame, j'ai exactement le même plaisir et même plus parce que je me sens plus en paix avec ma conscience en fait. Donc avec le temps j'ai constaté qu'on pouvait très bien manger sans consommer d'animaux et garder le même plaisir gustatif. Et voilà, c'est quelque chose... qui s'est mis en place naturellement par rapport aux personnes qui vivaient avec moi et qui ont constaté la même chose. Et d'ailleurs, voilà, c'est ce que j'ai envie de vous dire aussi à vous qui écoutez, c'est quelque chose qui peut être sûrement utile dans votre vie. C'est parfois, on a envie d'essayer de changer les comportements de quelqu'un, de le convaincre ou même de changer ses croyances. Et c'est quelque chose que vous pouvez retenir, c'est qu'avec des arguments, vous avez très peu de chances d'y arriver, mais plutôt, à la place, je vous conseille de plutôt essayer d'être un exemple inspirant. Et voilà, quand les gens sont inspirés par ce que vous faites, ils ont plutôt envie de vous suivre comme ça que si vous essayez absolument de les convaincre avec des arguments, où là, vous allez plutôt vous heurter à des résistances. C'est pour cette raison que moi, je ne cherche jamais à convaincre qui que ce soit d'arrêter de manger de la viande, ni à se justifier par rapport à ça. Mais par contre, c'est vrai que, parce que tu me poses la question de comment ça a été accueilli, donc là,
en dehors de mon noyau familial, j'ai dû très souvent me justifier, très souvent sur mes choix alimentaires. Et c'est quelque chose que j'ai détesté, parce qu'en plus de la nécessité de me justifier, j'avais droit à de la moquerie, à de la moralisation, à des préjugés, à des réflexions pas... Ça, c'est énervant parce qu'il y a beaucoup de gens qui accusent des végétariens ou des véganes d'être moralisateurs. Et c'est vrai qu'il y en a qui sont comme ça. Beaucoup. Mais en même temps, ils font la même chose alors qu'à des végétariens et des véganes qui n'ont rien demandé, quoi. Donc c'est aussi un peu de la mauvaise foi des fois. Il y a un petit côté œil pour œil, dent pour dent, sauf que les gens ne représentent pas l'ensemble des végés, quoi, de la planète. Je veux dire, des moralisateurs, il y en a dans les deux camps, c'est sûr. Hein. Et de toute façon, c'est quelque chose que je déteste, que ça soit dans un camp ou dans l'autre. De toute façon, ici, on est dans un domaine où on s'attaque de nouveau à des pans délicats de la psychologie humaine, c'est-à-dire les valeurs, l'identité, les codes sociaux, l'éducation, les traditions, la religion. Alors, franchement, très très bonne chance pour trouver un consensus au milieu de tout ça. Hein. C'est impossible. Hein. J'ai une anecdote à ce sujet, je peux raconter ça, parce que pendant plusieurs années, chaque été, je participais à un stage de musique pendant une semaine. Et ça se passait dans une région de Belgique où la chasse et la consommation de viande et de charcuterie sont vraiment très ancrées. Et donc là, on est typiquement face à un poids des traditions et aussi face à une identité très marquée. Il y a aussi une foire agricole renommée, qui est une grande fierté pour les gens là-bas. Et donc ça veut dire quoi ? Ça veut dire que pendant la semaine de stage, il fallait absolument pas espérer une seule alternative végétarienne à la cantine. Ceci dit, il y a quand même un détail ironique que je veux relever, c'est qu'au moment de l'inscription, on pouvait cocher une case pour dire « je souhaite des menus végétariens ». Mais apparemment, c'était juste pour faire bien et donner l'impression d'être en phase avec l'époque, je sais pas, mais dans la pratique, non, c'est rien. Donc, en fait, il m'est arrivé plusieurs fois de me demander « mais qu'est-ce que je vais manger aujourd'hui ?» Par exemple, un jour, je me souviens, c'était spaghetti bolognaise au menu. Donc là, je fais la file avec tout le monde. Et quand j'arrive devant la personne qui sert à manger, je lui dis « écoutez, je mange pas de viande. Est-ce que il serait possible d'avoir uniquement de la sauce tomate sur mes pâtes ?» Ça me semblait pas bien compliqué. Hein. Non. Mais voilà. Et donc là, j'ai juste eu « non ». Donc, bon, et qu'est-ce que je vais manger ? Parce que, voilà, j'avais payé mon repas, j'ai quand même droit de manger quelque chose. Et là, on me dit, il y a un buffet de crudités. Ça mange de la salade, un végétarien, c'est tout. Végétarien, c'est bouffe des crudités toute la semaine, et démerde-toi, et tant pis si t'as faim. Donc, en fait, voilà, ce que j'ai vu, c'est aucune volonté d'adapter. Pourtant, c'est ce que je disais, ça tient plus de la mauvaise foi, parce qu'il me semble que c'est facile de proposer de la sauce tomate sans viande, et c'est même moins cher pour eux, en plus. Oui. Donc, ouais, mais je pense que c'était surtout au niveau idéologique que la personne avait un blocage. C'est là où je veux en venir. On est typiquement dans le conflit d'identité, et à partir de là, c'est foutu. On peut essayer tout ce qu'on veut, c'est foutu. C'est-à-dire que la cuisinière, elle me perçoit comme... et les végétariens généralement comme des sortes de je sais pas, de bobos capricieux ou des gosses gâtés qui boudent sa bonne cuisine traditionnelle. Et moi, de mon côté, je l'aperçois comme une rustre aux habitudes anachroniques et qui veut même pas faire un effort d'adaptation. Donc c'est le genre de situation, on s'en sort jamais. Hein. Et donc finalement, voilà, moi, ce qui s'est passé, c'est que en connaissance des règles du jeu et du manque de volonté, c'était finalement à moi à trouver mes propres solutions, en tout cas si je voulais manger à ma faim. Mais oui, ce que je veux dire pour clôturer ça, c'est que pour moi, le mieux là-dedans, c'est de laisser chacun faire sa vie. En tout cas, ça c'est mon credo à moi. C'est pas essayer de convaincre l'autre, ni de lui demander de se justifier. Et ce qui est intéressant d'ailleurs, je trouve, aujourd'hui, je pense que la tendance à la justification, elle est en train de s'inverser. C'est-à-dire que j'entends de plus en plus d'omnivores utiliser le mécanisme de la rationalisation pour justifier leur consommation de viande. Ce que je peux évidemment très bien comprendre et aussi l'inconfort de devoir se justifier. Mais avant, c'était plutôt l'inverse. C'était plutôt, il me semble, les végétariens qui devaient se justifier. Maintenant, je remarque quand même que ça s'inverse. Ça commence à devenir difficile quand on a une préoccupation pour l'écologie. Je parle même pas d'éthique, mais juste pour l'écologie. De pas questionner sa consommation de viande sans forcément l'arrêter totalement. Mais quand on a conscience de la pollution et tout ça qui est produite par les élevages,
En fait, manger de la viande tous les jours ou même plusieurs fois par jour, ça revient à dire j'en ai rien à foutre que ce truc pollue. Donc c'est vrai que disons que ça s'est élargi, c'est pas seulement j'aime pas manger des animaux parce que je les considère comme mes égaux ou des choses comme ça va bien au-delà, quoi. Et ça peut toucher beaucoup plus de gens, en fait. Oui, et voilà, ce que je trouve dommage, que ce soit d'un côté ou de l'autre, c'est qu'on ait besoin de se justifier par rapport à tout ça, alors que dans le fond, je pense que chacun essaie juste de faire du mieux qu'il peut, et puis voilà. Oui. Moi, j'ai discuté avec des chasseurs plusieurs fois parce que j'ai pas mal voyagé dans les régions de France et donc j'ai discuté avec des gens qui faisaient de la chasse leur métier, c'est-à-dire que vraiment ils se nourrissaient avec et puis ils distribuaient les restes à leur village, quoi. Et c'est souvent des gens qui sont, quand ils disent qu'ils sont véritablement passionnés et tout, ils sont totalement sincères. Ils sont pas en mode on adore faire du mal aux animaux express. Et je connais même des gens qui chassent à l'arc. Une fois, il y en a un qui a fini à l'hôpital parce que le sanglier n'était pas très d'accord avec le fait de se faire tirer dessus à l'arc. Et sa réflexion, ça a été de dire en même temps, c'est de bonne guerre, c'est un petit peu normal, j'essayais de le buter. Et il y a des gens comme ça qui sont dans un rapport utilitaire, on va dire, à ces choses-là. Et ils ont bien conscience que ils tuent des animaux, mais finalement, est-ce que c'est plus immoral de faire ça que d'aller prendre sa barquette de steak dans un supermarché tous les jours en ignorant complètement tout ce qui se passe autour, parce que eux au moins ils ont conscience de ce qu'ils font, quoi. Ils en prennent la pleine mesure et du coup ils prélèvent ce dont ils ont besoin. Et souvent ça va, en tout cas pour les chasseurs que j'ai rencontrés. Ça allait avec un questionnement plus généraliste sur l'alimentation et du coup ils chassaient, mais c'est pas pour autant qu'ils consommaient beaucoup de viande, en fait. C'est pas forcément, ça va pas forcément ensemble. Mais c'est vrai que personnellement j'ai des difficultés avec la chasse de loisir. Enfin vraiment quand on va buter des animaux comme ça juste parce que c'est rigolo de leur courir après. Oui, j'avoue que j'ai du mal aussi, et d'autant plus en tant que randonneuse. Oui. C'est dangereux en plus. C'est jamais rassurant de se dire. Cécile, INTP. En ce qui concerne mon régime alimentaire, je suis un régime omnivore, je mange donc de tout. Et c'est le régime paléo qui m'intéresse le plus, même si je ne l'applique pas strictement. Je suis assez bien formée au niveau de la nutrition via mes études et des formations que j'ai suivies. Et je trouve ça relativement difficile d'avoir un régime alimentaire équilibré et dépourvu de carences. Et c'est pour ça que je n'envisage pas de restreindre par type mon alimentation en général. Loïc, INFJ. Alors à la base j'adore la viande, mais j'ai arrêté pour les animaux parce qu'en gros je considère qu'on est tous des animaux, humains ou non, et j'ai choisi d'étendre la compassion que je ressens pour mes amis, ma famille, etc., de l'étendre au reste de l'humanité et au reste des animaux. Ça m'a tout de suite convaincu, rationnellement, intellectuellement. Je me suis tout de suite dit que c'était le bon choix, éthiquement parlant. J'ai ressenti une telle libération, une telle cohérence, un tel bien-être de me dire je suis aligné. Et ça m'a fait tellement du bien, ça a sonné tellement juste que j'ai décidé de devenir végétarien pour de bon. Et ensuite j'ai réduit et 3 ans plus tard je suis devenu vegan. Maintenant c'est une habitude et ça me demande plus d'efforts. Je changerai pour rien au monde. Il y a encore un autre problème dont je voudrais parler, parce que c'est quelque chose que j'ai rencontré, c'est une difficulté à parfois être comprise dans mes demandes. Enfin, ça va beaucoup mieux maintenant, mais c'était surtout au début, quand j'étais végétarienne, puisque à ce moment-là, c'était pas encore très fréquent et les gens connaissaient pas encore bien ça. Mais par exemple, j'allais dans un restaurant et il m'est arrivé à plusieurs reprises de demander est-ce qu'il y a de la viande dans ce plat ? Et on me disait non, donc ça va, je commandais le plat. Et puis je me retrouvais soit avec du jambon ou des morceaux, des lardons dans le plat. Oui. Voilà. Parce que pour les gens, c'était pas de la viande. Donc, mais c'est incroyable parce que tous mes amis végétariens ont déjà eu le même problème. Oui, voilà. Mais ça, pour moi, c'est révélateur d'un point important qui est celui de la perception qu'on a de notre alimentation. Et ça rejoint ce que tu as dit tout à l'heure quand tu as parlé de la chasse, c'est-à-dire que au moment d'acheter de la viande dans une barquette emballée, et surtout voilà, quand il y a une forme de saucisse, une forme d'hamburger, ou même avec le poisson, les bâtonnets de poisson, ça veut dire que c'est pas un animal finalement. On oublie que c'est un animal. Par exemple, s'il y avait des dents ou s'il y avait des yeux dans le paquet, on oublierait quand même moins qu'on est en train d'acheter un être qui était vivant avant, je pense. Mais voilà, je trouve que c'est un malaise et
il y a un truc que j'ai remarqué, parce qu'il me semble que c'est très flagrant quand on regarde ce qui se passe avec les enfants. Par exemple, on les envoie à la ferme, une journée à la ferme, et ils vont caresser des bébés animaux qui sont trop mignons et qui deviennent leurs amis. Mais après, je me demande si on... si on leur met une photo de ces animaux dans leur assiette, est-ce qu'ils vont être d'accord de manger le morceau de viande? Parce que c'est un truc que j'ai vu plein de fois. C'est des adultes qui rusent pour éviter que l'enfant comprenne qu'il est en train de manger un animal. Parce qu'autrement, il sait bien qu'il ne voudra pas le manger. J'ai vu ça tellement, je ne sais pas si tu as déjà vu ça, mais... Oui, alors en fait, moi je suis issue d'un milieu agricole, même si j'ai grandi en ville. Toute ma famille maternelle, ce sont des agriculteurs, des éleveurs, pour la plupart. Et donc, quand j'étais petite, j'allais tout le temps à la ferme, chez mes oncles, mes tantes, machin. Donc, je les ai vus. Enfin, je savais déjà très jeune tout ce qui se passait entre le moment où il y avait le lapin dans le clapier et le moment où il y avait le lapin dans mon assiette. Vraiment, toutes les étapes, je les ai vus faire. Et donc, pour moi, ça a toujours été totalement évident que ce que je mangeais, c'était un animal mort. Et en fait, j'étais dans un milieu où... le fait de consommer de la viande était... Enfin, comme ce sont des agriculteurs depuis de nombreuses générations, ils ont un rapport assez particulier à la terre et à l'alimentation. C'est-à-dire que pour eux, ils ne le voient pas comme un objet de consommation. Enfin, c'est assez difficile à décrire. Mais tu vois, quand ils mangeaient pas énormément de viande, mais de temps en temps, ils allaient prendre un lapin et puis ils lui faisaient la peau très rapidement. Le lapin, il n'avait pas le temps de comprendre ce qui lui arrivait. Et leurs animaux, ils vivaient en semi-liberté dans des espaces et tout, ils étaient bien. Et du coup... En fait, dans ma tête, je me disais, finalement, l'animal qui se fasse tuer par nous ou par un renard, ça change pas grand-chose pour lui. Et encore, nous, on a quand même, il va quand même avoir une vie en sécurité avec de la bouffe. Et puis finalement, il va mourir sans souffrance. Et donc voilà, du coup, j'étais relativement en paix avec ça. Alors forcément, je trouvais ça triste, mais en même temps, je me disais, c'est une question d'habitude. Je sais que les gens dans ma famille, quand ils étaient petits, c'était pareil, mais avec le temps, ils ont accepté, quoi, entre guillemets. Mais je remarquais que mes camarades à l'école, c'était pas du tout ça, parce que la plupart étaient des purs citadins. Et en fait, ils avaient une déconnexion totale entre ce qu'il y avait dans leur assiette et les animaux alors. Et des fois, je vois des gens qui découvrent ça, mais genre beaucoup plus tard, quand ils sont adolescents ou adultes. Ça m'est déjà arrivé de voir des végétariens qui venaient me voir, qui me disaient moi j'ai arrêté de manger les animaux quand je me suis rendu compte que c'était un cadavre dans mon assiette. Et moi je me dis mais tu pensais que c'était quoi en fait avant? Enfin, tu pensais que ça poussait dans les arbres? Enfin, comment t'as pu ne pas te poser la question sur ce que tu mangeais en fait pendant tout ce temps? Il partait même du principe que si quelqu'un mangeait de la viande, c'est qu'il se rendait pas compte de ce que c'était. Et du coup, c'est pour ça qu'il martèle souvent « Ouais, c'est un animal mort, c'est un cadavre ». Et moi, j'étais là « je sais, j'ai compris quand même, ça fait un moment ». Et ouais, c'est un truc qui m'a toujours intriguée, que je comprends pas très bien, mais je me dis que c'est assez dramatique que autant de gens n'aient pas conscience de tout le cycle en fait de comment ça se produit, tout ça, parce qu'effectivement il y aurait sûrement beaucoup plus de végétariens si les gens ils avaient conscience de ça, ou de gens qui auraient un rapport différent à la nourriture, qui se diraient là aujourd'hui je suis en train de... il y a un animal qui est mort en fait pour mon repas, je le mange parce que j'en ai besoin. Alors tout le monde n'a pas besoin de manger de la viande effectivement pour sa santé, mais c'est un point que j'aborderai après. Mais voilà, que les gens, ce serait plutôt pratique si les gens étaient un peu plus en conscience de ce qu'ils faisaient, quoi, à ce niveau-là. Oui. C'est sûr que ça diminuerait beaucoup la consommation globale. C'est beaucoup lié, voilà, comme tu l'as dit, au contexte dans lequel tu as grandi, au milieu dans lequel tu as grandi, et voilà. C'est vrai que pour beaucoup de monde, la viande, voilà, c'est un morceau qui est bien emballé dans une barquette, et voilà. Et c'est pour ça que moi, quand je vois en tout cas ces scènes auxquelles j'ai déjà assisté plusieurs fois, où des adultes essaient de cacher à l'enfant qu'il est en train de manger un animal, ça me heurte, et je trouve que c'est... en fait, que si tout le monde était réellement en paix avec ça, avec le fait de manger des animaux, on n'aurait pas besoin de ce genre de mascarade. Et je trouve que c'est symptomatique d'un malaise quand même. Voilà, en tout cas... je vais terminer là-dessus. C'est pour moi, aujourd'hui, manger un animal, pour moi, ça me ferait sentir cannibale, en fait. Et le cannibalisme, je pourrais, à mon avis, y avoir recours si ma survie en dépendait. Un peu comme... Je pense que tout le monde pourrait y avoir recours, même si beaucoup de gens ne l'assument pas. Oui, c'est cette fameuse histoire d'accident d'avion où... les rescapés ont dû manger les morts pour survivre. Mais voilà, aussi longtemps que je peux bien vivre et être en bonne santé sans tuer qui que ce soit, moi je me sens beaucoup plus en paix comme ça, avec ma conscience. Voilà, ça c'est
ma perception personnelle de la chose, mais je pense que pour toi, c'est un petit peu différent. Oui, ce que tu racontes, je comprends vraiment, j'arrive à me représenter. Il y a une part de moi qui arrive vraiment à rentrer en phase avec ça. Mais d'une part, du fait que je me considère comme un animal, même si j'ai une façon particulière d'être un animal par rapport aux autres espèces, à cause de mon éducation aussi sûrement, et quelque part j'ai une notion du fait que c'est normal que les animaux se mangent entre eux, et comme je suis un animal, bon, je vais pas ressortir l'argument du lion qui bouffe la gazelle, parce que les végétariens en ont absolument marre de celui-là, mais pour moi, en fait, le fait de tuer un animal pour le manger, en soi, je ne trouve pas ça choquant. Ce qui me choque, c'est que c'est justement qu'il y a une déconnexion au fait de manger des animaux qui conduisent à des excès et à des animaux qui sont parqués, qui ont une vie absolument horrible dans des élevages intensifs et tout ça. Quand je vois en fait le genre de milieu où j'ai grandi, je voyais des poules qui faisaient leur vie, et quand la poule elle était vieille et sur le point de mourir, quick, et puis voilà, et finalement la poule elle avait une belle vie et comprenait pas ce qui lui arrivait, quoi, donc voilà. Mais à une période de ma vie, j'ai penché vers le végétarisme. Alors j'étais flexitarienne, je mangeais de la viande 1 ou 2 fois par semaine. En fait, comme beaucoup d'autistes, j'ai des problèmes digestifs, je digère pas bien les fibres. Donc du coup, on m'avait fortement déconseillé d'arrêter complètement la viande parce que ça risquait de foutre un gros bordel, quoi, dans mon corps. Et donc j'ai diminué très progressivement. Avant, j'étais dans une famille très viandarde chez mes parents, donc j'en mangeais tous les jours. Après, avec mon frère, on a insisté pour diminuer petit à petit, parce que mon frère est assez sensible à ces causes-là. Après, quand je suis allée emménager avec mon copain, j'avais vraiment le contrôle sur ce que je mangeais, donc j'ai pu continuer cette diminution progressive. Au début, ça se passait bien. Pendant à peu près 1 an, j'avais pas de problème à relever. Alors, il y avait déjà des choses qui s'installaient, mais je le mettais pas sur ce compte-là, parce que j'avais également un travail très difficile, donc j'étais fatiguée, j'avais pas beaucoup d'énergie, il y avait mon poids qui faisait un peu du yo-yo et tout. Et la 2e année, j'ai commencé à avoir des problèmes. En fait, j'avais faim en permanence, même si je mangeais des quantités de nourriture normales. Et pourtant, j'ai pas fait ça n'importe comment, tu sais, j'ai pas juste supprimé la viande et mis rien à la place. Je prenais des oléagineux, des vins, voilà, je prenais toutes les choses qu'on est censé prendre quand on arrête la viande et le poisson. Mais voilà, il y a des choses vraiment étranges qui ont commencé à se produire. Souvent, je me réveillais la nuit parce qu'en fait, je crevais la dalle et j'avais l'impression que mon corps n'assimilait plus rien. Et j'ai commencé à faire des crises d'hypoglycémie. Alors, c'est-à-dire qu'au bout de 3 heures, je me mettais à trembler de partout et j'arrivais plus à me concentrer. Il y a eu, j'avais une sensation de mal-être. Il y a mon teint qui a blanchi aussi. Déjà, j'ai la peau très pâle de base, mais alors là, j'avais l'air malade, quoi. Et le truc, et en fait jusqu'ici je me disais c'est un peu dur, mais je vais m'habituer, quoi. Je vais essayer d'équilibrer mieux les choses dans mon alimentation et tout. Et un jour il y a un truc qui m'a vraiment fait un déclic, c'est que je rentrais d'une sortie, j'étais dans une rencontre MBTI d'ailleurs avant, et je suis rentrée chez moi et je me sentais pas bien, j'avais la tête qui tournait, je me disais faut que je mange, quoi. Et j'arrive à la maison. Et au moment où je monte les escaliers pour aller à mon appartement, j'ai la partie droite de mon champ de vision qui disparaît. En fait, c'est comme si j'avais un truc sur mon œil et je vois plus. Et je me dis, mais c'est vraiment bizarre. Je rentre chez moi et là, il y a mon compagnon qui me dit, je vais préparer le dîner, va te reposer. Donc moi, je me mets sur le lit avec toujours le petit cache-œil sur le côté droit. Et je trouve ça un peu bizarre, mais je me dis, après tout, ça m'est déjà arrivé d'avoir des problèmes de vision quand j'étais fatiguée, voilà. Et j'ai pris mon ordinateur et j'ai essayé de regarder un truc pour me détendre et pour pas y penser. Et j'ai mis une série sur Netflix et là je me suis rendu compte que j'arrivais pas à lire les sous-titres parce que en fait c'est comme si c'était écrit dans une langue étrangère. J'arrivais pas à comprendre le sens des phrases, même si c'était salut ça va ou un truc super simple comme ça. Et j'ai voulu dire à mon compagnon je me sens pas bien et j'avais du mal à parler en fait. J'arrivais pas à formuler des phrases et là j'ai vachement paniqué parce que j'ai cru que je faisais un AVC ou un truc dans le genre. Et j'ai fait des tests, tu sais, il faut lever les bras, essayer de sourire et tout, et ça fonctionnait bien. Et en fait, je faisais juste une très très grosse crise d'hypo due à une accumulation de soucis, quoi. Et apparemment, en plus de pas bien digérer les fibres, j'assimilais pas très bien les protéines végétales. Donc ça s'est un peu mal passé. Et dans les semaines suivantes, j'ai remis un peu plus de viande dans mon alimentation. Maintenant, j'en mange 3 ou 4 fois par semaine. Et la plupart des problèmes ont disparu en fait très rapidement. Alors il y en a qui ont pris un peu plus de temps à se résoudre, mais
Rien que faire ça, en fait, ça a résolu quasiment tout. Et je me suis dit que j'étais vraiment déçue. Parce qu'en fait, comme tu disais tout à l'heure, je ressentais pas de manque au niveau gustatif. J'aimais très bien la façon dont je mangeais et tout. Puis le fait de diminuer sa consommation de viande, ça pousse à mieux réfléchir à ce qu'on mange et donc à prendre plus soin de soi et tout. Donc c'est bénéfique, en fait. Enfin, ça m'a fait remettre des choses en question et je me suis dit, diminuer sa consommation de viande, c'est vraiment super et j'encourage tout le monde à le faire, que ce soit pour des raisons écologiques, éthiques ou tout ce que vous voulez. Hein. Mais après, c'est pas quelque chose de nécessairement facile et accessible. Il y a des gens qui peuvent pas faire ça sans accompagnement médical. Et les témoignages comme ça, en fait, il y en a pas mal. Je suis pas du tout une exception. Donc tout ça pour dire que voilà, si jamais vous voulez diminuer votre consommation de viande, je pense que c'est une super bonne idée, mais faites attention, n'y allez pas genre en fonçant et sans faire attention, et si vous voyez qu'il y a des problèmes, faut voir un médecin, faut pas faire ça tout seul dans son coin en se disant que ça va forcément bien se passer, parce que le corps humain est vraiment complexe et on est tous différents. Et il n'y a pas une méthode qui fonctionne pour tout le monde, quoi. Voilà. Oui, ceci dit, pour relativiser un tout petit peu, moi je l'ai fait toute seule dans mon coin, ça s'est très bien passé. Donc oui, voilà, mais des fois ça se passe bien. Hein, oui, en fait, je pense qu'on le sent tout de suite, hein, ce qui nous convient ou ce qui nous convient pas. Et le message qu'on peut retenir de ça, finalement, c'est d'être à l'écoute de soi. Et c'est vrai, c'est comme tu dis, on est tous différents. Et je pense qu'on est quand même bien placé pour sentir ce qui nous convient ou pas. Oui. Je pense qu'on peut faire notre mieux avec les moyens qu'on a et dans l'état dans lequel on est. Il y a un youtubeur que j'aime beaucoup qui est végétarien, qui s'appelle Didi Chandouidoui, et c'est une des personnes qui m'avait fait le plus réfléchir à ce sujet, parce qu'il a la même philosophie que toi, c'est-à-dire que lui, il veut être une inspiration pour les autres, et il n'est absolument pas moralisateur, mais ça fait qu'il a incité beaucoup de gens à diminuer leur consommation de viande ou à devenir végétarien, parce que voilà, il est très bienveillant, très posé. Et lui, il disait que pour lui, il n'est même pas végétarien, il est vegan, je crois. Enfin bref, il disait que pour lui, le véganisme, ça partait d'un élan. C'est-à-dire que le but, c'était pas de convertir tout le monde au véganisme, c'était que les gens, ils aient tous la volonté de s'améliorer et d'essayer de faire de leur mieux avec ce qu'ils ont. Et que si tout le monde faisait juste ça, par exemple, les gens qui mangent de la viande tous les jours, s'ils en mangeaient tous les 2 jours, et s'ils faisaient tous ça, en fait, ça aurait déjà un très gros impact. Donc voilà quoi. Oui, moi, ce que je peux ajouter, c'est que je surveille quand même évidemment que je ne manque de rien à chaque fois que je fais un bilan sanguin. Donc voilà. C'est parce que quand je disais tout à l'heure que je faisais ça toute seule dans mon coin, il y a quand même de temps en temps un bilan pour voir que tout se passe bien. Et effectivement, tout se passe bien. D'après les données que j'ai récoltées, dans la majorité des cas, ça se passe bien. Mais c'est juste que quand ça se passe pas bien, les gens ont tendance à culpabiliser et à se dire mais pourquoi avec moi ça marche pas, j'ai fait de mon mieux, est-ce que je dois redevenir un monstre qui mange de la viande? Enfin, j'en étais pas là, mais je sais qu'il y a des gens, ça les fait beaucoup angoisser. Et c'était pour relativiser, quoi, pour dire que non, malheureusement, des fois, ça se passe pas si facilement. Et soit on a le temps de voir un spécialiste et tout, soit on doit faire autrement, quoi. Avec l'intuition introvertie, l'onirisme n'est jamais très loin. Alors, je vous ai proposé un petit jeu d'imagination. Et si vous étiez un animal imaginaire? Max, INTJ. Si j'étais une créature fantastique ou imaginaire, je serais probablement un thérianthrope. Une créature capable de changer d'apparence, ou non d'ailleurs, et de passer de l'humain à la créature et inversement. Dans mon cas, ce serait probablement le cas. Je serais donc mi-ours, mi-humaine, et je serais une sorte de Yoda de la jungle, quelque part entre le Balou de Kipling, l'Absolème de Carole et Kung Fu Panda. Je prodiguerais sagesse et soin à qui se présente à ma caverne, et ma spécialité magique, si j'en avais une, serait un art ancestral qui s'apparenterait à l'art de la potion magique. Ah, mon ours se prénommerait probablement Ernest. Il serait fan du dessin animé We Bare Bears, parce qu'il s'identifierait énormément à Ice Bear, ou Polaire en français. Il serait aussi fan de pop culture, de rock, et adorerait regarder des compétitions de cheerleading. Elodie, INFJ, si j'étais un animal imaginaire, je serais un muselier, un mélange de musaraigne et de bélier. La musaraigne parce qu'elle est toute petite, d'apparence frêle et qu'elle ne paie pas de mine, et le bélier parce qu'il fonce sans réfléchir et qu'il suit vraiment ses impulsions. Je
m'appelle Lisiane et je suis du type INFJ et je pense que si je devais être un animal imaginaire, je serais un oiseau, une sorte de mélange entre un aigle et une chouette. Je serais gracieuse, discrète et furtive. Mes plumes seraient blanches, immaculées, avec du doré au bout des ailes et de la queue. Je pourrais, en cas de danger, devenir gigantesque et avoir une sorte d'aura, de magie autour de moi, un genre de phénix mais en blanc, et ce serait pas du feu mais véritablement une aura de magie. Je pourrais invoquer mes semblables pour qu'on attaque ensemble et qu'on soit plus fort ensemble. Pour mon nom, personne ne sait véritablement, mais on m'appelle l'aigle blanc. Et puis pour terminer, évidemment, c'est très difficile de ne pas évoquer ton pseudo qui nous emmène instantanément dans le monde animal. Alors dis-moi, est-ce que tu as envie de partager quelques mots au sujet de ce choix, par exemple? Est-ce qu'il y a des liens entre ta personnalité et l'oiseau qui te représente? Oui, alors il y a des liens qui sont à la fois symboliques et à la fois factuels. Alors déjà, sur le plan symbolique, alors ça, c'est pas tellement moi qui l'ai choisi, je me suis plus approprié ce que les gens disaient de moi, mais on me comparait souvent à un hibou ou à une chouette quand j'étais jeune, parce que dans la symbolique, alors ça varie en fonction des pays, mais globalement, les chouettes, ça symbolise la clairvoyance, la sagesse et la capacité à rester lucide dans les situations obscures, quoi. Donc, comme j'étais une gamine très silencieuse qui restait en arrière-plan à observer et qui souvent tirait des réflexions auxquelles ne pensaient pas les autres, il y a eu cette association qui s'est faite. Puis il y a aussi la symbolique d'Athéna, la chouette d'Athéna, l'attribut d'Athéna, la déesse de la guerre et de la sagesse, est une chouette. Et comme moi j'aime beaucoup les arts martiaux, forcément je me suis dit ça va bien ensemble, quoi. Et aussi il y a un aspect très factuel parce que les chouettes ont certaines caractéristiques physiologiques qui me parlent, parce que moi je suis hyperacousique, donc j'ai une ouïe qui est très très développée. C'est quelque chose qui influence énormément ma perception du monde, parce que concrètement ça m'empêche de mener une vie citadine. Je peux pas aller dans un bureau et tout, parce que même avec un casque anti-bruit, c'est horrible. Et le sens le plus important chez les chouettes, c'est l'ouïe. En fait, c'est le sens qu'elles utilisent le plus pour la chasse. Et donc, il y a une accumulation de petites choses comme ça, même dans mes mimiques ou dans ma façon de faire plein de trucs. Enfin, je sais pas si t'as déjà vu des vidéos, comment ça bouge une chouette, mais ça a pas mal ça a une façon de se balancer ou de tourner la tête ou de faire des choses, et moi je fais pareil, je fais ce genre de choses aussi. C'est devenu quelque chose de très très ancré, puisque ça fait... je pense une dizaine d'années que j'utilise une chouette pour me présenter en public. Et même mes amis m'appellent la chouette et tout. Et si quelqu'un me demande une photo de moi, je lui donne une photo de chouette. Enfin, je vais assez loin dans ce délire-là, même si quand je fais ça, c'est pour rigoler, évidemment. Mais il y a même des fois des membres qui m'ont dit... Parce qu'une fois, j'ai commencé un article un peu humoristique en disant « Bonjour mes lapins ». Et une personne a dit « Mais tu vas pas nous manger, du coup, si on est des lapins ?» Voilà, ça permet de détendre un peu l'atmosphère. Puis c'est pas quelque chose auquel j'avais pensé en choisissant ça, mais le mot chouette a une connotation positive, et donc il y a environ 1 million de personnes qui ont dû me faire la blague. Oh, c'est chouette ce que tu fais. Dont moi. Je me dis, personne ne me l'avait jamais faite celle-là. Mais voilà, ça instaure une ambiance positive, on va dire. Ah ben voilà, un nouvel éclairage en tout cas. Oui, tout semble bien concordé d'après ce que j'entends. Alors, qu'est-ce que tu vas nous présenter cette semaine ? Alors, une fois n'est pas coutume, je vais parler d'animation japonaise, parce que je sais pas si vous avez remarqué, j'aime plutôt bien ça. Et je vais parler d'un film qui est assez connu dans l'univers de la japanimation, mais pas forcément auprès du grand public, c'est Les Enfants Loups, Ame et Yuki. C'est un film de Mamoru Hosoda, qui est un de mes réalisateurs préférés, qui est assez réputé. Et donc, c'est un film qui est centré autour de Anna, qui est une jeune femme très joyeuse et souriante, qui a pour philosophie de ne jamais abandonner, de toujours rester positive. Et donc, cette jeune femme est étudiante et elle rencontre un mystérieux jeune homme à la fac. Et ensemble, ils se lient très rapidement et ils se mettent en couple. Et ce jeune homme, dont on n'apprendra jamais le nom d'ailleurs, lui avoue qu'il est un homme loup, c'est-à-dire qu'il est capable de se changer en loup de manière automatique et avec sa volonté. Même si elle est un petit peu surprise et effrayée au début, Anna décide de rester avec cet homme et ils font leur vie ensemble.
Et il ne tarde pas à avoir 2 enfants. Donc il y a Yuki, l'aînée, qui est une jeune fille intrépide, très énergique et extravertie, et le cadet qui s'appelle Ame, qui est un garçon timide et un petit peu peureux, et avec une santé assez fragile. Et malheureusement, très peu de temps après la naissance d'Ame, le père des enfants disparaît. Du coup, Anna se retrouve toute seule à gérer les 2 enfants. Au début, c'est un petit peu la galère, parce qu'en fait, les enfants ont la même capacité que leur père, ils peuvent se changer en loup. Et du fait que ce soit des enfants, ils n'ont pas du tout conscience de ce que ça représente de se changer en loup en public comme ça devant tout le monde. Donc Anna a beaucoup de mal à les contrôler et doit vraiment jouer des pieds et des mains pour éviter qu'ils se fassent voir, parce qu'elle a peur qu'ils se fassent emmener par le gouvernement ou des choses comme ça. Et donc elle décide d'emménager à la campagne parce qu'elle veut offrir à ses enfants la possibilité de choisir entre une vie d'humain et une vie de loup. Et du coup, elle les emmène dans un environnement très sauvage, dans une maison abandonnée en plein milieu de la Cambrousse avec aucun voisin à 10 km à la ronde. Et donc la majorité du film va se dérouler pendant les années où grandissent les enfants dans cet environnement. On va les voir chacun s'approprier l'environnement, leur pouvoir de se changer en loup, et on va voir leur identité évoluer en fait, puisqu'ils vont chacun prendre une voie différente. Et ils vont devoir choisir s'ils préfèrent avoir une vie d'humain, avoir une vie de loup, ou avoir une vie un peu hybride, où ils alternent un peu comme avait leur père. C'est un film très émouvant, où on retrouve des thématiques qui sont chères au réalisateur Mamoru Hosoda, c'est-à-dire la famille, les liens familiaux, le passage à l'âge adulte et la recherche de l'identité, avec de très très beaux paysages, de très beaux tableaux et une très belle musique. Personnellement, c'est un film qui m'a beaucoup marqué et qui illustre très très bien la thématique du rapport à l'animalité, puisque les enfants sont confrontés à des choix très directs et ils peuvent expérimenter ce que c'est d'être un humain et d'être un animal. Donc c'est assez cathartique aussi de regarder ça, parce que toutes les scènes où tu les vois sous forme de loup en train de courir dans la montagne et tout, ça fait vachement du bien de voir ça. La liberté. Ouais, donc voilà, c'est un film que je vous conseille si vous vous intéressez aux animaux ou aux thématiques que j'ai citées précédemment. Et si jamais vous appréciez beaucoup Mamoru Hosoda et ce qu'il fait, je vous conseille aussi Le Garçon et la Bête, qui est mon film préféré de ces réalisateurs qui abordent les mêmes thématiques mais dans un univers complètement différent. Voilà. Ah oui, apparemment c'est quelque chose qui le passionne, ou cette thématique. Oui, comme beaucoup de réalisateurs, il a des thématiques. Si on prend Miyazaki par exemple, c'est l'écologie, voilà, il en parle dans quasiment tous ses films. L'aviation aussi, il a un seul film qui ne parle pas, où on ne voit pas des choses voler, c'est Princesse Mononoke. Mais sinon tous les autres, on voit des avions, des dragons, des trucs qui volent. Voilà. Donc Mamoru Hosoda, c'est vraiment la recherche d'identité et les liens familiaux. C'est son dada, il y en a partout, dans tous ses films. Eh bien, merci. Alors de mon côté, aujourd'hui, pour vous inspirer, j'ai fouillé dans ma bibliothèque et j'ai décidé de vous présenter 3 livres de fiction que j'ai adorés tous les 3. Ils sont dans des styles différents, mais ils ont quand même le point commun de pouvoir être reliés d'une part au monde animal et d'autre part à la personnalité. Alors, le premier bouquin s'appelle La course aux moutons sauvages. C'est de l'auteur japonais Haruki Murakami. Si vous n'avez jamais entendu parler de cet écrivain, sachez qu'il est connu pour écrire dans un style que l'on appelle le réalisme magique, c'est-à-dire qu'il insère des éléments qui peuvent être, ils peuvent sembler complètement surnaturels ou irrationnels dans un cadre pourtant très réaliste. Et en plus, les personnages du roman ont l'air de trouver ça tout à fait normal. Voilà, donc il joue pas mal sur la frontière entre le réel et l'irréel, ce qui n'est évidemment pas sans rappeler notre chère intuition introvertie. Dans ce roman, alors, le personnage principal travaille à Tokyo, dans le domaine de la communication, et un jour, il reçoit la visite d'un étrange personnage, qui est même un petit peu menaçant, et qui semble très contrarié par une photo qu'il a utilisée pour réaliser une brochure publicitaire, et sur laquelle on voit un mouton, qui apparemment n'est pas un mouton ordinaire, il est étoilé. Déjà, il a une étoile sur le dos. Oui, c'est normal, il a une étoile sur le dos. Oui, tout va bien, voilà. Mais en plus de ça, il semble avoir un rôle très important. On ne sait pas trop quoi pour le moment. Mais du coup, le mec menaçant impose un ultimatum à ce bonhomme qui a réalisé la brochure et lui dit « Tu as 1 mois pour retrouver ce mouton étoilé ». Et là, voilà, c'est le début d'un périple où le héros est contraint de quitter son quotidien tout à fait banal
pour partir à Hokkaido, parce que la photo a été prise là-bas par un ami à lui. Alors Hokkaido, c'est une île du nord du Japon, c'est proche de la Sibérie, donc c'est une région sauvage où il fait froid, mais voilà, visiblement le mouton étoilé se trouve quelque part par là. Et donc à partir de là, on va accompagner le personnage dans son voyage initiatique à la recherche du mouton étoilé. Et ce sera pour lui l'occasion de vivre des instants insolites et aussi de rencontrer une galerie de personnages pour le moins inhabituels. Il y a par exemple un mec qui connaît les 32 décimales de pi et le numéro de téléphone de Dieu. C'est pratique, ça. C'est ça, ça peut toujours servir, il vaut mieux l'avoir dans son cercle. Un docteur S-mouton. Il y a une fille qui a des oreilles enchantées. Et il y a aussi un homme mouton qui vit caché dans la forêt. Voilà pour l'univers onirique de Haruki Murakami, qui est fait pour vous si vous aimez le symbolisme, le surréalisme, l'humour subtil aussi, et les petits soupçons de magie qui viennent s'infiltrer subtilement dans un quotidien qui est en principe banal. Donc voilà, pour ma part, c'est un régal pour mon NI. Le deuxième livre s'appelle 3 chevaux de l'écrivain italien Eri De Luca. Alors ici, le rapport aux animaux, c'est métaphorique. En fait, le choix du titre s'explique par une phrase qui est la vie d'un homme dure autant que celle de 3 chevaux. Donc lorsque le roman commence, le narrateur entame la vie de son deuxième cheval, c'est-à-dire la deuxième partie de sa vie. La première partie, il l'a vécue en Argentine dans un contexte politique assez difficile, mais aujourd'hui, il mène une vie paisible en Italie où il est jardinier. Et si j'ai eu envie de vous présenter ce livre, c'est parce que j'ai vraiment eu un coup de foudre pour l'écriture d'Eri De Luca. C'est-à-dire que c'est vraiment un orfèvre des mots. On sent que chaque mot est choisi avec beaucoup d'attention. C'est beau, ça sonne juste, c'est à la fois simple et profond, c'est très poétique. En fait, il parvient à mettre de la poésie dans chaque chose, même dans les choses les plus ordinaires, comme par exemple quand il décrit son travail au jardin ou les repas qu'il prend au bistrot avec son livre. Et évidemment, ça ne manque pas de solliciter les sens avec tout ce qui est saveur, parfum, le fait de toucher la matière, le contact avec la terre. Donc en fait, ce bouquin, ça parle à la fois à mon duo NITI, avec cette écriture ciselée, mais aussi beaucoup à SE, pour l'aspect très sensoriel. C'est aussi très ancré dans le présent. Et donc, c'est fait pour vous, si vous aimez les choses simples de la vie, sublimées par une écriture poétique, et si vous aimez la nature, les arbres, les plantes, et aussi les questionnements existentiels. Et mon troisième livre, c'est une nouvelle que vous connaissez peut-être. Il s'agit de La Métamorphose de Franz Kafka, qui est un auteur tchèque. Voilà, alors attention, on change d'ambiance ici, avec la course au mouton sauvage, on était dans un univers onirique, avec 3 chevaux, oui, il y avait un petit peu d'ombre, mais surtout beaucoup de lumière, mais ici, dans La Métamorphose, ça devient vraiment très sombre. Donc, l'histoire en quelques mots, Grégor, c'est un jeune adulte qui vit chez ses parents, et un matin, il se réveille et il constate qu'il est devenu un insecte tout moche, une sorte de gros cafard. Mais bon, apparemment, ça ne le tracasse pas plus que ça, parce qu'il décide quand même de faire sa vie comme chaque jour, c'est-à-dire de se lever et d'aller à son travail. Ce sont des choses qui arrivent, des fois, on se lève le matin, on est un cafard. Voilà. Avoir le cafard, j'ai déjà eu, mais être un cafard, ça m'est pas encore arrivé. Bon. Donc, sauf qu'il parvient pas à s'extraire de son lit, évidemment, parce qu'il est couché sur le dos. Et quand on est un insecte et qu'on est couché sur le dos, revenir sur ses pattes, c'est pas toujours quelque chose de facile. En fait, ce Grégor, normalement, d'habitude, c'est un employé modèle. Et là, du coup, son patron se demande bien pourquoi il est en retard aujourd'hui. Ça lui ressemble pas du tout. Du coup, il envoie son assistant chez les parents de Grégor pour essayer de comprendre ce qui se passe. Et avec la visite de cet assistant, tout le monde découvre que Grégor est devenu un insecte monstrueux. La suite, avec la réaction de chaque personnage, et principalement de la famille de Grégor, je vous la laisse découvrir, mais globalement, comme je le disais, ne vous attendez pas à de l'optimisme, ni à de la joie, ni à des arcs-en-ciel. On est dans la thématique du rejet, de la solitude et de la souffrance pour cause de différence. Et ce qui est intéressant à noter ici, c'est que malgré son apparence extérieure d'insecte, Grégor, lui, il se perçoit toujours comme un humain. Il essaye d'ailleurs de continuer à vivre normalement, comme un humain.
mais malheureusement, c'est devenu impossible, puisque les autres ne le perçoivent plus comme un humain. Et voilà, pour cette nouvelle, la métamorphose qui, au passage, n'est peut-être pas la métamorphose qu'on croit. Donc voilà, cette nouvelle est faite pour vous si vous êtes atypique et rejeté pour cause de différence, mais à condition d'avoir un bon moral quand même, hein, sinon ça risque de bien vous plomber. Voilà. La chouette, qu'est-ce que je te sers? Un mouton étoilé, 3 chevaux ou un cafard exclu? Je pense que la dernière, elle va bien me tenter. Alors, je l'ai jamais lu, je savais juste de quoi ça parlait, mais il faudrait que je le fasse. Je pense que ça me plairait. Ouais. Tu sais qu'une fois, j'ai trouvé la métamorphose de Kafka, le jeu, où tu étais un cafard. Tu te promenais dans une... J'ai vu ça, je me suis dit, mais qui a fait ça? Pourquoi Intéressant. Je me suis dit, quoi? Bon, c'est une expérience. À défaut d'être un cafard, est-ce que vous avez déjà eu envie d'être un mouton? Parce que si oui, c'est très facile à réaliser, hein. Il vous suffit de ne pas laisser de commentaires, ce qui vous permettra de rejoindre la majorité silencieuse. Pour la dégustation de votre pouce, vous avez le choix entre 2 cuissons, soit de bleu, soit de saignant. Sachez que cette émission est une ressource non limitée. Ça veut dire que vous pouvez la partager, et la partager encore à votre meute, sans que cela vous prive d'une quelconque façon, ce qui sera très reposant pour votre instinct animal, et que vous pourrez garder en pleine forme pour la prochaine course à la prime ou au papier toilette. Quoi qu'il en soit, portez-vous bien et on se retrouve dans 2 vendredis à 22h. À bientôt.